Bienvenue à la formation Débuter du bon pied avec Classroom. Maryse l'a déjà mentionné, on enregistre la formation de ce matin. Comme l'année passée, tous nos webinaires étaient enregistrés parce que vous allez voir qu'il y a énormément de contenu. Vous comprendrez que Classroom, c'est tout un environnement numérique d'apprentissage. Je vais revenir sur le terme par la suite, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à maîtriser, puis il faut y aller à son rythme, puis il faut y aller petit à petit. Donc, si vous vous sentez en surcharge cognitive, là, comme je l'ai écrit dans mon courriel hier, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle on enregistre. Donc, après ça, vous allez pouvoir retourner dans une semaine, 2 semaines, peu importe, là, vous allez pouvoir retourner sur notre site web, regarder à nouveau la formation si jamais vous en ressentez le besoin. Alors, vos conseillers pédagogiques TIC, alors c'est Maryse Rancourt qui est là depuis au moins 40 ans. Mélissa, moi-même, donc je suis conseillère pédagogique depuis l'année dernière, en fait. J'ai officiellement rejoint l'équipe TIC cette année parce que j'étais CP transversale l'année dernière. Et puis, Patrick Fleury, notre collègue également, qui ne donne pas cette formation-ci aujourd'hui, qui est avec nos collègues du préscolaire et du premier cycle primaire pour Classe Dojo. Si jamais vous avez des questions, donc un nouveau fonctionnement cette année, je vais y revenir encore à la fin de la présentation, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont d'autres responsabilités et tout, là, qui doivent quitter un peu plus tôt. Si jamais vous avez des questions, on évite, s'il vous plaît, de nous écrire personnellement, soit à Maryse, à moi ou à Patrick. On va vous demander d'écrire à l'adresse qui est ici en bas, donc support FGJ pour Formation générale des jeunes, @cslaval.qc.ca. Donc, c'est un nouveau fonctionnement cette année afin d'être le plus efficace possible. On a même toute une équipe d'opérateurs et de techniciens en informatique là, qui nous aident à répondre aux questions plus techniques, plus fonctionnelles. Et puis après ça, si jamais les questions elles sont d'ordre pédagogique, elles nous sont transférées. Alors, on écrit uniquement à cette adresse, s'il vous plaît, adresse courriel. Pour ceux qui se demandent ce qui se passe avec le son, alors Mélissa a des criquettes qui se sont invités chez elle et Des criquets, c'est des cigales. Oui, mais là, ils nous font la vie dure là, au niveau du son, Mélissa, donc je sais pas Pas si ce vrai? serait possible éventuellement pour toi de trouver un endroit calme dans la maison. Parce Mais je peux que, pas dire à mes cigales de se calmer quand même. non, c'est ça. Calme, j'ai 3 enfants dans la maison. Les cigales sont moins pires, je vous le confirme. Je vais peut-être changer de micro, par exemple. Oui, ce serait bien ça, changer de micro, parce que là, on entend vraiment trop l'arrière-plan. Pas vrai? Mais même dans mon bureau, hier, on entendait mes cigales. Ah, mais là, c'est beau, là c'est C'est bien, là. bon? Oui, OK, garde ça. excellent. Génial. Merci. Alors, l'horaire de la rencontre. Donc, présentation de Classroom. On revient aussi, présentation, c'est très général là, de Classroom. On revient sur des éléments clés pour un succès garanti dans notre utilisation de cet environnement numérique-là. Ensuite, on va vous laisser du temps pour vraiment démarrer votre cours, puis l'organiser. On va parler aussi de la responsabilisation des élèves parce qu'il y a quand même, ça fait partie du succès. Il faut que les élèves soient assez autonomes dans leur utilisation. Donc, on va essayer de vous outiller aussi. Également avec le point suivant, informer et former les élèves. Donc, on a tout un parcours de formation, d'auto-formation même pour les élèves qui est disponible. Comment inscrire vos élèves? Et finalement, on termine avec le choix de l'outil de visioconférence. Donc, vous allez voir que ça va quand même assez rapidement. Idéalement, l'année passée, comment on fonctionnait, c'est que pour nos webinaires qu'on donnait sur Classroom, il y avait toujours des vidéos à regarder au préalable parce qu'on ne peut pas tout voir le contenu en webinaire. Il faudrait passer des journées entières en Zoom pour vous montrer pas à pas comment l'utiliser. Mais sur notre site web, on va vous le montrer également tantôt. Puis dans la présentation, il y a aussi les hyperliens vers nos parcours d'auto-formation. Il y a plusieurs tutoriels. C'est sûr que vous allez devoir retourner voir ces tutoriels-là par la suite, probablement, pour vraiment avoir le détail de, par exemple, comment publier un devoir, parce qu'on n'a pas le temps de couvrir ça dans une formation d'un avant-midi. Google Classroom, l'année passée, avant que l'année
l'année se termine abruptement, là. Maryse et moi, on avait une COP Google de 5 jours échelonnée sur toute l'année. Et même là, on avait encore du jus là, pour donner des journées supplémentaires. Alors, c'est sûr que si vous sentez que ça va un peu trop vite aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est pas grave, on enregistre la formation. Tous nos tutoriels sont disponibles également sur notre site web. Donc, si vous oubliez des petits détails, vous aurez juste à retourner sur notre site web pour le consulter. Ce qu'est un environnement numérique d'apprentissage ou ENA là, pour faire court. Donc, c'est un environnement qui facilite la mise en ligne de sites de cours, puis qui permet de diffuser des documents, que ce soit des documents écrits, donc des textes, des documents audio, des documents vidéo. Puis, ça nous permet également de soutenir les interactions entre les enseignants puis les étudiants, mais aussi entre étudiants. Donc, c'est un outil de communication, d'évaluation, de rétroaction vraiment puissant et également de gestion des devoirs. Vous allez voir que si vous avez utilisé, par exemple, le courriel l'année passée pour recueillir les travaux des élèves, vous allez voir que Google Classroom, c'est un bijou, c'est très, très facilitant comme outil. Et ce, qu'on soit à distance ou en présentiel. Parce que moi, j'ai adopté Google Classroom alors que mes 32 élèves étaient devant moi. Et puis, honnêtement, j'ai adoré. Là, je suis vendue Classroom. Je vous avertis tout de suite. Là. Je suis totalement vendue Classroom. Alors, on va débuter avec un petit sondage. Maryse, est-ce que tu vas pouvoir mettre le lien? Donc, on va vous faire Oui, oui, compléter oui. un petit Menti. En même temps, on vous fait découvrir des outils. Alors, Maryse va vous envoyer dans l'onglet Converser l'hyperlien. Ceux qui ont la présentation, vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui est juste ici. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on a une main avec le petit doigt, c'est un hyperlien. Donc, vous cliquez ici, vous allez être redirigé vers Menti. Donc, Menti, on vous J'ai mis le pose... lien dans le clavardage, Mélissa, excuse-moi. Excellent. Donc, tout le monde peut aller. C'est 2 petites questions. Donc, on vous demande si vous avez utilisé un ENA l'an dernier. Vous faites juste cliquer sur oui ou non. Donc, un environnement numérique d'apprentissage. Est-ce que vous avez utilisé Teams, par exemple, ou vous avez utilisé Google Classroom? On sait aussi qu'il y a certains profs qui utilisent Moodle. Il y en a qui vont utiliser Class Dojo ou Seesaw. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Maryse? Dans les grands environnements numériques, c'est Ça pas mal fait pas mal le tour, hein? oui, c'est pas des, ce sont pas, tu sais, on parle pas d'outils numériques comme par exemple NetMath, c'est pas un environnement numérique d'apprentissage, c'est pas complet. Tu sais, ce sont des outils numériques, mais on parle vraiment d'un environnement qui permet d'assigner des tâches et par exemple, que les élèves remettent des travaux. Et à la question qui enregistre la présentation, la réponse est moi. Alors, j'enregistre la présentation qui va être disponible par la suite. Toute la présentation va être déposée sur notre site web. Je vais mettre le lien à la fin, à quel endroit ça va se retrouver. Et vous allez avoir un courriel même qui va vous être envoyé par la suite, qui va vous indiquer encore comment accéder à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, c'est pas grave si on manque des petits bouts. Vous allez pouvoir réécouter tout ça, là. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant avec Mentimeter, c'est qu'on a accès immédiatement aux réponses des participants. Donc, on voit que j'ai 158 personnes qui ont répondu et c'est vraiment très partagé, hein? 85 personnes qui ont utilisé un environnement numérique contre 75, donc c'est pas mal la moitié. Maryse, j'ai vu qu'il y avait des gens qui essayaient d'entrer dans la salle. Tu les as admis? Oui, je n'ai OK, plus super. de gens qui attendent. C'est bon. Excellent. Donc, on vous laisse encore une petite minute pour compléter. Donc, je vais remettre le lien vers Menti dans le clavardage si jamais vous n'avez pas eu le temps d'aller répondre. Je vais vous laisser un dernier 30 secondes, ce ne sera pas long. Parce que là, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui écrivent et ça amène mon lien un petit peu trop haut. Donc, je vais le remettre là. Voilà le lien vers le Menti. Non, la deuxième question n'est pas encore affichée, il y en a juste une. Donc, je sais que si vous avez répondu, il y a un écran qui vous affiche qu'il faut attendre que l'organisateur donne le lien là, vers la deuxième question, mais il n'y a pas de deuxième question. Alors, c'est pour ça que vous avez cet affichage-là. On en a une, non? Je On ne en a une crois deuxième pas. question. Ah oui, d'accord. Oui, Je te laisse il la me semble que oui. présenter.
Oui, j'ai encore des gens qui... Parce que que je- menti.com, cet outil-là, il est gratuit jusqu'à 2 questions. Si vous voulez en écrire une troisième pour vos élèves, ben, faut recommencer un autre menti, en fait, Ouais. là. Donc, On a un écart d'à peu près une dizaine de personnes là, entre oui et non. C'est pas mal 50-50. le code, c'est parce que vous n'avez pas cliqué sur mon lien, parce que notre lien, il y a directement le code dedans pour les gens qui se posent la question. Donc, allez dans Mhm. le clavardage, puis cliquez sur le lien vers Menti. Le code est déjà intégré dedans. Puis Alors, sinon, ceux le qui code ont... est en haut, le 9866731, là, on le voit justement en haut de l'écran de Mélissa. Je vais vous l'écrire quand même dans le clavardage, excusez. Alors, la prochaine question, donc, évidemment, si vous avez utilisé un environnement numérique d'apprentissage, donc ça concerne seulement la centaine de personnes qui avaient répondu oui à la question précédente, on vous demande ce que vous aviez utilisé comme environnement. Ah, j'avais oublié de mentionner Didacti, Maryse. C'est vrai. Oui, alors, vous voyez, c'est le fun comme outil Menti, là, c'est très, très visuel. On peut, tu sais, j'ai pu ajouter facilement des images à mes éléments de réponse. Donc, on a quand même des adeptes de Classroom. Il y en a qui ont expérimenté avec Teams, ClassDojo, même Moodle. Oh, il y avait Classcraft aussi, qu'on me signale dans le clavardage. Ah, oui, c'est vrai. Tout à fait. Alors, ça nous donne un bon portrait quand même de... Oui, puis on me dit, certaines personnes me disent, Françoise nous écrivait, on peut pas mettre deux environnements, tu sais, deux réponses à la question 2. Ouais, Malheureusement, non, là, tu sais, on peut pas, c'est une limite de l'outil, la version gratuite. Mais bon, il y en a qui m'écrivent OneNote qui fait partie de Team, mais OneNote, c'est ouais, ça. Nous, on l'inclut dans Team, en fait, là, tout ouais, l'environnement exact. Microsoft. On aurait pu écrire l'environnement Microsoft aussi. J'ai Skype aussi, mais Skype, c'est pas tant un environnement d'apprentissage c'est un outil Une de visio. visioconférence, mais qui inclut aussi des fois du partage de fichiers, tu sais, qu'on peut aussi utiliser. Et j'ai 23 personnes qui m'ont écrit autre. Alors, ça pourrait être intéressant, mais 23-24 qui ont écrit autre, si vous voulez écrire dans le clavardage rapidement c'est quoi votre outil s'il n'a pas déjà été nommé. Donc, je sais qu'on a eu Classcraft de nommer, on a eu Didacti qui ne faisait pas partie, mais si vous avez autre chose, Didacti, là. oui, c'est vrai, il était là. Ah, Oui. on m'écrit Yammer. Oui, Yammer peut être utilisé effectivement comme un outil Mais Zoom c'est plus aussi. un outil de clavardage de visioconférence. Tu sais, quand on parle d'environnement numérique d'apprentissage, c'est vraiment un endroit où tout est centralisé, tu sais, qu'il y a du dépôt de documents, qu'on peut faire le suivi des travaux des élèves, qu'il peut y avoir aussi du clavardage d'inclus à cet endroit-là. Donc, c'est la combinaison de tous ces éléments-là qui va faire, pardon, que c'est un environnement numérique d'apprentissage. Donc, Skype tout seul, c'est pour de la visioconférence. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Yammer aussi, c'est un endroit où est-ce qu'il y a des échanges, mais il n'est pas tant considéré comme un environnement numérique d'apprentissage. C'est Mhm. plus dans la catégorie moyen de communication. J'en Alors, profite pour dire, juste en terminant, parce que je suis le clavardage, puis je veux juste oui, dire qu'on avait oublié d'écrire l'option aucune dans nos réponses. Fait que les gens qui n'en avaient pas utilisé, il y en a qui ont mis autre, qui ont cliqué sur autre parce que dans le fond, il n'y avait pas l'option ah, ok, aucune. ok. Puis on nous a aussi dit, est-ce qu'il faut un compte Menti pour utiliser Menti? Oui, la réponse est oui. Comme enseignant, on se crée un compte Menti, ça prend 30 secondes. Puis après ça, ben, on peut Ouais. envoyer un lien à tous nos élèves et ils peuvent répondre à la fois sur un appareil mobile ou sur un ordinateur ou un Chromebook. Là, ça fonctionne sur tout. Puis comme Super. Maryse disait, la version gratuite, ça nous donne seulement accès à deux réponses, mais à deux questions dans une même présentation. Mais ce qui est intéressant quand on est en enseignement à distance, quand on donne des formations, c'est de venir susciter la participation des gens à différents endroits. Donc, deux petites questions ici, après ça, deux petites questions plus loin, puis deux autres petites questions plus loin. Ça fait quand même, ça fait le travail, là, c'est intéressant. Tout à fait. Alors, j'enchaîne. Avec les éléments clés. Donc, les éléments Oui, clés alors pour un c'est ça. succès garanti, oui, c'est mon tour. On va voir les aspects fonctionnels et pédagogiques. Là, ce ne sera pas très, très long, mais c'est très important. Donc, dans les aspects fonctionnels, pour avoir un bon succès avec votre classroom, là, à retenir, évidemment, utilisation fréquente de la plateforme dès la rentrée.
Parce que si vous décidez de vous lancer sur Classroom puis que vous attendez d'avoir peut-être un reconfinement, puis que là, on va l'utiliser juste un petit peu rendu là, ben, vous risquez, d'oublier plein de trucs que vous aurez appris lors de l'auto-formation, lors de votre formation avec nous aussi. Puis deuxièmement, ben, les élèves aussi, ce sera beaucoup moins facile. Parce que je vais en reparler, là, mais l'utilisation fréquente de la plateforme, c'est aussi que la plateforme, elle peut très bien être utilisée à la fois quand les élèves sont en présentiel et quand ils ne le sont pas. Donc, on a vraiment les deux choix ici. Puis, si vous l'utilisez fréquemment, à la fois pour les élèves et vous, mais ça va être payant parce que l'élève, par exemple, qui se retrouve avec, je ne sais pas moi, un ennui de santé ou quelque chose où il ne peut plus du jour au lendemain être dans votre classe, bien, il est déjà habitué à Classroom, à son utilisation. Puis, en plus, ça fait en sorte que vous pouvez, dans le Classroom, déjà mettre vos travaux, vos devoirs, vos trucs. Et comme ça, les élèves qui sont absents, ça ne vous demande pas une double entrée des données. Tu sais, vous n'êtes pas obligé, si l'élève s'en va juste pour une semaine ou deux, par exemple, s'il est mis en quarantaine, s'il y a la COVID, il ne sera pas à l'école virtuelle, cet élève-là qui va être absent 2 semaines. Là, lui, il reste à la maison, il doit être scolarisé par vous. Donc, si vous avez déjà Classroom en place, bien, l'élève, il reçoit aussi toutes les informations, les travaux, les devoirs, puis ça ne vous demande pas de faire un suivi personnalisé juste à lui. De ce côté-là, il a accès déjà donc aux documents puis à tout ce que vous mettez en place là, dans votre classe. Alors, c'est une ressource qui est je vous dirais, très utile à utiliser même lorsque les élèves fréquentent la classe. Donc, utilisation fréquente et rapide aussi. Puis, vous n'avez pas besoin d'être expert pour commencer. Là. Je vous le dis, là, on se lance, puis on apprend avec les élèves. Donc, on se donne vraiment le droit à l'erreur et à l'apprentissage. D'autre part, pour que ce soit une réussite, il faut aussi avoir une organisation logique de votre classe Classroom. Et là, c'est la grande question. Hein? Je regarde des groupes de Facebook en éducation, puis est-ce que je crée une classe si je suis au primaire avec toutes les thématiques français, maths, sciences, qui sont comme des classeurs, si on veut, là, qui seraient classés par matière, ou est-ce que je crée, si je suis au primaire toujours, autant de groupes que j'ai de matières à enseigner à mes élèves? C'est votre choix. Pour des raisons, là je parle pour le primaire, pour des raisons logistiques, nous, on propose de créer une seule classe avec des thèmes selon vos disciplines enseignées. Donc, un thème mathématique dans lequel vous allez aller inscrire le contenu du mathématique, tout ça. Un autre français, un autre, bon. Mais je sais qu'il y a des enseignants qui préfèrent, eux, avoir un classroom, donc leurs élèves ont, mettons, 6 classrooms, ils ont 6 groupes, puis il y a un groupe qui est français, Madame Maryse, mathématiques, Madame Maryse, sciences, Madame Maryse, pour que les élèves aillent directement dans le bon groupe. L'affaire qu'il y a, c'est que si vous choisissez de faire un seul classroom pour tous vos élèves au primaire, bien, lorsque vous allez envoyer, par exemple, des plans de cours, des plans de travaux, des communications aux élèves, bien, vous passez par un seul endroit, ce qui est beaucoup plus facile pour l'élève de se retrouver. Ceci dit, c'est sûr que dans votre classroom, si vous avez un seul groupe pour votre cours au primaire, il va se ramasser beaucoup de contenu. Puis oui, l'élève va devoir faire défiler vers le bas le contenu donc qu'il est rendu à voir. Là. Bien, soit dit en passant, c'est pas vrai tout à fait, là, parce que le contenu le plus récent s'affiche toujours en haut des sections, mais il va y avoir plusieurs sections. Donc, c'est pour ça que je dis que l'élève, quand il va se connecter, ça se peut qu'il défile jusqu'à la section univers social, par exemple, que vous utilisez moins souvent, peu importe. Donc, c'est certain qu'il y a ce petit côté-là, mais ça rend quand même, pour une première utilisation, on vous recommanderait peut-être plus d'essayer avec un seul groupe. Au secondaire, c'est moins compliqué. Au secondaire, vous créez autant de classrooms que vous avez de groupes. Donc, si vous avez 6 groupes cette année, bien, vous créez 6 groupes dans Classroom. Et puis, chacun des groupes, vous allez pouvoir assigner du contenu à la fois à votre groupe 101, le groupe 102, le groupe 103. Vous pouvez décider d'assigner du contenu à tous les groupes en un seul clic. Vous n'avez pas à recréer le contenu 6 fois. C'est ça que je veux vous dire si vous êtes au secondaire. Donc ça, c'est pour l'organisation logique. Comme je vous dis, vous avez toujours le choix quand même, là, quand vous êtes au primaire, de créer autant de classrooms, autant de classes finalement que vous avez de matière ou non. Implication des parents aussi. Ça, c'est un aspect fonctionnel qui est important, mais il faut les mettre dans le coup, hein? Faut les informer de ce qu'on est en train de faire et leur implication, elle va être quand même assez minime au niveau de
de ce qu'ils voient, de ce qu'ils peuvent faire dans Classroom. Sauf que là où je dis que c'est important l'implication des parents, c'est qu'ils vont recevoir notamment un résumé à chaque semaine. Eh bien, ils peuvent le paramétrer même pour en recevoir chaque jour, là, mais généralement, les parents, ils laissent ça à une semaine. Ils reçoivent un courriel, en fait, si vous les inscrivez à Classroom. Et là, quand vous les inscrivez à Classroom en tant que parents, c'est ça qu'il faut se souvenir, là, les parents, eux, vont recevoir juste le résumé avec quels sont les travaux que vous avez mis en ligne. Donc, ils vont pouvoir voir le descriptif des travaux, des devoirs, des leçons. Ils vont pouvoir voir si le travail de leur propre enfant a été remis en retard ou non pour la semaine précédente. Donc, quand on donne un devoir, par exemple, puis on y indique une date d'échéance, bien, le parent va voir en rouge si c'est remis à temps ou pas. Puis, le parent, par contre, ne pourra pas voir les notes. Donc, je vous dis, là, les notes que vous allez inscrire pour les élèves ne seront pas visibles aux parents, même si vous le souhaitiez. Donc, ça, ce n'est pas possible. Puis, l'implication des parents, ce qui est le fun, c'est que dès le départ, quand vous débutez votre classroom, on va y revenir bientôt, vous allez pouvoir envoyer à vos parents des petits tutoriels d'appropriation de la plateforme pour l'élève, mais pour le parent aussi, parce que si vous êtes en troisième, quatrième année du primaire, ça se peut là, que le parent ait le goût de voir un peu les trucs de son enfant et tout ça. Puis il peut voir les notes et les travaux de son enfant si l'enfant se connecte à son classroom à la maison, puis qu'il montre à son parent. Donc, bref, implication des parents, oui, ça peut être là, très aidant. Finalement, enseigner les comportements à adopter. Donc, les comportements à adopter, on va les voir un petit peu plus loin, là, Mélissa va les aborder. Puis quelles sont les conséquences? C'est parce qu'avec un environnement numérique d'apprentissage, c'est pas automatique que les élèves savent comment se comporter. Et là, Mélissa, tu es en train Oui, je de nous sais. montrer. Je voulais juste montrer rapidement mes outils techno. Donc, c'est le parcours Oui, d'auto-formation les pour élèves. les élèves, puis les parents là, dont Marie se parlait il y a quelques minutes. Je m'excuse, je pensais être plus rapide que ça, puis finalement, non. Je te laisse y aller. Non, non, il n'y a pas de problème. Vas-y. On va vous envoyer ce lien-là, évidemment, là, pour l'aspect fonctionnel. Mélissa est en train de remettre son écran en plein écran, donc on va pouvoir finir de suivre. Donc, les aspects maintenant plus pédagogiques, bien, l'utilisation en classe et à distance au même moment, j'en ai parlé tantôt, c'est payant. Offrir des tâches variées, simples et concrètes. On va en donner des exemples tantôt, puis on va vous en demander des exemples aussi, parce que c'est certain que pédagogiquement, si je fais la même chose que je faisais en salle de classe, mais sur le web, que j'utilise par exemple juste Zoom, puis Classroom me sert à faire seulement de l'enseignement magistral, bien, c'est certain que les élèves vont se tanner rapidement, puis on va perdre l'intérêt. Donc, on va tenter de créer des tâches variées, simples et concrètes. On va en reparler tout à l'heure. Misez sur la collaboration. N'ayez pas peur de faire travailler vos élèves ensemble, de leur donner des travaux où ils vont pouvoir se connecter entre eux sur des documents collaboratifs sans que vous soyez là nécessairement aussi. Ils sont capables, là, même au primaire, c'est sûr qu'il faut leur montrer, mais ils font ça très, très bien. Disponibilité de l'enseignant aussi. Avec Classroom, ça peut être très intéressant de prévoir vos disponibilités, mais en fait, je dirais même que c'est essentiel. Parce que moi, comme enseignant, qu'est-ce que je souhaite? J'ai connu des enseignants qui m'ont dit, moi, je suis disponible pour répondre aux besoins, aux questions des élèves lorsqu'ils travaillent sur Classroom. Je leur dis, je suis disponible, je ne sais pas moi, de 7h à 7h15. Je suis disponible 15 minutes le soir. Il y en a d'autres qui disent, non, moi, je ne suis pas à l'extérieur des heures de classe, je ne suis pas disponible. C'est correct aussi. Il faut juste y réfléchir avant, puis en parler à nos élèves. Il y a aussi le fait qu'on peut télécharger évidemment l'application sur notre appareil mobile, ce qui nous permet peut-être d'être plus disponible ou plutôt de voir plus rapidement les questions des élèves qui pourraient rentrer sur Classroom parce qu'ils peuvent vous écrire aussi en privé là-dessus. Donc ça, c'est intéressant. Alors, la disponibilité, c'est à réfléchir. Le partage de documents entre enseignants, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vous propose de faire là, qui est très important cette année. Tu sais, si vous utilisez Classroom puis vous êtes 3 enseignants de 5e année, bien, ce serait vraiment gagnant de vous créer un Drive partagé, un Google Drive partagé dans lequel vous iriez déposer vos ressources, les fameux examens de lecture que vous avez fait maison, bon, peu importe. Bien, vous déposez tout ça sur un Drive qui est partagé par tout le monde. Tout le monde peut l'alimenter, tout le monde peut le consulter, puis tout le monde peut l'utiliser pour son propre Classroom. Donc ça évite de dupliquer les ressources, de centraliser tout ça, de refaire la roue, etc. Puis vous allez vous sentir aussi moins seul dans votre appropriation. C'est vraiment quelque chose qu'on vous propose de faire en début d'année. Il y a des drives partagés d'écoles, moi, que j'ai entendu, qui se sont même créés avec des sous-dossiers selon les niveaux. Donc, ça peut être quelque chose comme ça aussi.
Pardon, il y a un micro d'ouvert, Jean-François, je crois, merci. Il y a également d'inviter ses collègues dans Classroom, donc pour réutiliser le contenu. Alors, dans son propre Classroom, vous pouvez inviter des enseignants et à ce moment-là, les enseignants peuvent voir ce que vous faites, ils peuvent s'en inspirer, ils peuvent aussi venir vous chaparder des activités. Alors, ça peut être intéressant là, de donner accès à ses collègues à son propre Classroom, puis comme ça, ben nous aussi, ça nous donne une idée de ce que les autres font, puis on s'inspire, puis on s'aide en faisant ça beaucoup, beaucoup. Alors, lorsqu'on on inscrit nos élèves, bien, sur la même interface, on peut inscrire des collègues également. Alors, ça, c'est en tant qu'enseignant. Puis, ces enseignants-là aussi, ils pourraient même intervenir auprès des enfants. Alors là, si je pense, par exemple, à mon collègue qui est spécialiste en art, puis il veut aussi utiliser mon Classroom, bien, je pourrais inviter mon spécialiste en art à s'inscrire, puis il pourrait avoir une section art dans mon Classroom, puis le spécialiste en art peut donc aller utiliser cette section-là avec mes élèves et ça lui évite à lui d'avoir à se créer 20 groupes de l'école, puis que les élèves aient un groupe juste en art. Donc, on peut aussi y aller de cette façon-là, c'est-à-dire inviter un collègue qui participe à notre Classroom vraiment pour l'utiliser avec nos élèves aussi. J'aime ça, vous avez des beaux commentaires dans le clavardage. Mélissa, est-ce que tu peux. Ben, on a des suggestions aussi, là, c'est le fun. Là, Mélissa qui disait pour les spécialistes, je dirais un cours par groupe également, puisque ce ne sont pas tous les groupes qui sont nécessairement au même endroit. Euh, Effectivement. Ensuite, pour des élèves de deuxième année, j'imagine que les parents sont essentiels. Oui, pour les élèves de deuxième année, on a besoin évidemment là, que les parents connaissent la plateforme un petit peu. Et puis, Il faut que les parents la connaissent, mais ce qui est le fun, c'est que les élèves s'adaptent quand même assez rapidement à l'utilisation d'une plateforme. C'est sûr qu'en deuxième année, ils ne sont peut-être pas rendus lecteurs experts, les élèves. Donc, ce qu'on pourrait favoriser, ce que je proposais, c'est au lieu de donner des consignes à un travail qui sont quand même assez longues là, à l'écrit, on peut lui donner sous forme de vidéo nos consignes. Donc, sur notre site web, là, on va vous envoyer tantôt les super liens, mais sur notre site web, on a aussi des capsules vidéo là, sur comment utiliser, comment faire des capsules vidéo, des courtes capsules vidéo très facilement là, avec la caméra de notre ordinateur. Donc, ça, c'est un moyen pour les plus petits, mais non seulement pour les plus petits, mais également les élèves qui ont de la difficulté, qui ont un peu plus de difficulté à l'école, même rendus au secondaire, d'avoir des consignes pour faire un travail là, qui sont verbales, là, qui sont sous forme de vidéo, ça peut être très, très aidant. Donc, il faut pas hésiter. Là. Ah, il y a Kat Renaud aussi qui nous dit, personnellement, elle va essayer de faire son classroom semaine par semaine. Donc, elle va créer autant de thèmes qu'il y a de semaines. Donc, le thème va être, par exemple, semaine du 7 septembre. Puis là-dedans, elle va mettre tous ses documents puis ses consignes. C'est aussi une possibilité. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Puis à ce moment-là, ben, l'élève se réfère en termes de semaine. Ça peut être très aidant également. Je pense que je suis d'accord avec cette bonne initiative-là. Je l'ai déjà vue aussi. Je m'en souvenais plus, par contre. Mais oui, c'est quelque chose qui peut être très utile pour les petits aussi. Là, ils s'y réfèrent plus facilement parce que tout est centralisé en haut toujours de leur classroom, plutôt qu'ils aient à défiler vers le bas par matière. Donc, c'est une bonne idée. C'est ça, c'est qu'il y a des plus puis il y a des moins, là, donc dans tout, évidemment. Puis ensuite de ça, si vous avez éprouvé certaines difficultés, là, je pense à des rapports ou des résumés qui ne sont pas parvenus aux parents, entrez en contact avec Support FGJ directement, puis on va vous répondre, là, mais c'est pas normal. Non, normalement, les parents, ils reçoivent. On a fait plein de tests, habituellement, ça fonctionnait bien. Ensuite de ça, Oui, ben, on il y a poursuit. Myriam, juste avant de poursuivre, là, il y a Oui. Myriam qui parlait de mettre une section pour l'orthopédagogue. C'est sûr que si jamais vous avez quelques élèves qui sont suivis par l'orthopédagogue dans votre classe, vous pouvez l'ajouter comme enseignante. Donc, elle va pouvoir aller attribuer, par exemple, du travail supplémentaire, si on veut, euh, uniquement à un élève à la fois ou uniquement à ces deux, trois, quatre élèves qu'elle suit. Donc, Moi, ça, j'ai vu, ça peut être un.
Ça peut être une possibilité, mais Ouais, ce que j'ai vu aussi dans les écoles que les orthopédagogues faisaient, qu'elles aimaient particulièrement, c'est que souvent les orthopédagogues vont intervenir auprès de quelques élèves d'un même niveau, mais pas dans la même classe. ouais. Alors, tu sais, puis souvent, tu sais, les élèves de troisième ou quatrième année peuvent être regroupés ensemble. Alors, les orthopédagogues peuvent se créer des groupes, des petits groupes avec des groupes de besoins en termes de besoins là, qui ont le même besoin ensemble. Et ces élèves-là peuvent provenir de différentes classes. Donc, ils peuvent se créer quelques groupes auxquels ils vont pouvoir assigner du contenu. Et à ce moment-là, ben, ils ne passent pas par le classroom de l'enseignant, ils ont leur propre classroom. Donc, c'est aussi une possibilité qui est, je pense, pédagogiquement très intéressante. On poursuit avec la slide suivante, Mélissa. Oui, je vais juste répondre à Marina parce qu'elle parle de réorganiser les groupes qui ont Oui. déjà été entrés l'année passée. Si vous avez utilisé Google Classroom l'année dernière, vous ne pouvez pas réutiliser ces mêmes groupes-là. Donc, on va archiver les groupes. Je vais vous le montrer, ça ne sera pas long. Il va falloir archiver les groupes et on va démarrer un nouveau groupe cette année. Donc, on ne peut pas les réutiliser. Okay? Il faut les recréer, malheureusement. Alors, j'enchaîne. Donc, on tombe dans le vif du sujet là, avec le démarrage de votre cours. Donc, on va vous laisser 30 minutes en collaboration. Donc, on va créer des salles de 5 personnes et ça va vous donner du temps pour créer vos cours puis aussi vous questionner. Donc, si jamais vous avez des questions, vous ne vous souvenez plus comment faire telle affaire, vous allez pouvoir vous entraider en sous-groupe de 5. Donc, je vous rappelle qu'on est quand même 225 participants. Donc, de le faire en grande famille, ça peut peut-être être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de vous mettre en sous-groupe. On vous a mis des liens aussi vers les capsules vidéo. On va pouvoir vous les envoyer dans l'onglet Converser. Maryse, si tu Oui, peux je les suis en train de envoyer. faire ça. Donc, si jamais vous avez oublié comment le faire, vous allez pouvoir regarder la vidéo. Puis moi, je vais vous le montrer maintenant là, avant de vous envoyer en sous-groupe. OK? Donc, créer un cours, le paramétrer. Il n'y a pas beaucoup de choses à paramétrer, mais c'est bien de le savoir. Puis ensuite, il y a une vidéo sur l'organisation de votre cours. On en a parlé depuis tantôt. Vous allez pouvoir en rediscuter en sous-groupe de 5 aussi, échanger les idées, voir aussi, il y en a peut-être qui ont de l'expérience, puis qui ont vécu des choses positives ou négatives selon la façon qu'ils fonctionnaient. Donc, vous allez pouvoir discuter de ça. Avant de vous envoyer en sous-groupe, je vais vous montrer. Il faut juste que je tasse mes fenêtres, je m'excuse. Donc, pour avoir accès, parce que là, il y a quand même des gens qui n'ont jamais utilisé Google Classroom. Donc là, vous voyez que je suis sur Google Drive, mais je pourrais juste aller sur n'importe quel. Je viens de faire Drive encore sans le vouloir, là, mais bref, je suis sur Google. Vous pouvez faire login aussi là, ou connexion, il n'y a pas de problème. Alors, quand vous vous connectez, il faut que vous vous connectiez. Vous voyez ici, là, je suis déjà connectée, mais c'est mon adresse de la commission scolaire de Laval. Donc, ça, c'est super important. Vous devez absolument utiliser votre adresse cslaval.qc.ca. Donc, pour vous connecter, c'est la même adresse que le BV. Les comptes Google sont synchronisés avec les comptes du bureau virtuel, donc de Outlook, que ce soit pour les enseignants, pour les directions d'établissement, pour les orthopédagogues et pour les élèves. Pour les élèves, c'est leur numéro de fiche @cslaval.qc.ca. Donc, vous devez absolument utiliser ce compte-là. Euh, vous ne pouvez pas utiliser votre compte personnel Gmail pour inviter des élèves avec un compte personnel Gmail d'élèves. Même quand parce que c'est disponible, le Google Classroom, même pour les comptes personnels. Donc, moi, avec mon adresse melissagendron@gmail.com, je peux me créer un Classroom, mais tout de suite, j'ai un pop-up qui m'indique que, OK, tu peux utiliser Classroom, mais tu n'as pas le droit de l'utiliser en contexte scolaire, donc avec des élèves. Donc, vous devez absolument utiliser cette adresse-là. Et là, quand vous êtes connecté, vous avez des tuiles ici. Donc, ça, ce sont toutes les applications Google auxquelles vous avez accès. Il y en a plusieurs qui sont super intéressantes, mais on les découvre petit à petit. Moi, Google Classroom est en haut parce que je l'utilise régulièrement. Si jamais elle n'apparaît pas pour vous, il faut juste descendre et ça se peut que vous soyez, il y a un endroit où est-ce qu'on peut cliquer sur plus d'applications. Ça se peut qu'elle se trouve là. Alors, on clique sur Google Classroom
Et là, je sais qu'il y en a qui sont habitués avec Google Classroom. Si jamais c'est le cas, vous connaissez déjà cette partie-là, soyez pas gênés, là, vous pouvez vous ouvrir une autre fenêtre à côté, puis commencer à démarrer vos groupes aussi tranquillement. Donc, vous voyez que Google Classroom, là, ça, c'est tous des cours que j'avais déjà créés. C'est pour l'archivage de cours. Donc, tantôt, une participante qui me parlait mes cours de l'année passée, qu'est-ce que je fais avec les élèves, puis tout ça. Ce qu'on veut faire, c'est archiver ce cours-là. Donc, par exemple, le cours français ici, j'ai 3 petits points en haut à droite. Je peux cliquer là-dessus et je clique sur Archiver. Donc, ce cours-là, je vais quand même y avoir accès. Donc, si jamais j'ai publié des travaux dans ce cours-là et puis je veux les réutiliser, ils sont encore disponibles. OK? Donc, je clique sur Archiver. Est-ce que je veux l'archiver? Oui. Et là, il vient de se déplacer. Puis quand je clique sur mes petites bandes de mon menu principal, là, en haut à gauche, je vais avoir accès en descendant là, à tous mes cours qui sont archivés. Puis je peux même aller le rechercher, mon cours. Si je veux le ramener, là, vous Attends, voyez peux-tu juste français? montrer, Mélissa, sur les 3 petits points, une fois que le cours est archivé, c'est là qu'on peut le supprimer parce que c'est une question que j'ai aussi dans le clavardage. Oh oui, ça sera pas long, je m'en viens. OK. Donc, les cours archivés sont... donc, j'ai cliqué ici, le menu principal, pour aller chercher mes cours archivés. En cliquant encore sur mes 3 petits points, vous voyez que je pourrais le restaurer. Donc, je pourrais ramener ce cours-là dans mes cours en haut, là, qui sont encore actifs. Ou si vraiment je veux m'en débarrasser, je sais que je ne le réutiliserai jamais, je peux le supprimer. Et là, une fois que c'est supprimé définitivement. Là, je ne peux pas retourner le chercher par la suite. Donc, ça, c'est pour les cours archivés. Je reviens à mon menu principal. Donc, vous voyez qu'ici, quand je clique sur le menu, j'ai accès ici directement à tous mes cours. Donc, je pourrais y aller par là. Je vais revenir à la racine de tous les cours, donc avec mes tuiles ici. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le plus en haut à droite. Donc, je vais créer ou rejoindre un cours à cet endroit-là. Les élèves vont juste avoir l'option de rejoindre un cours. Alors, je clique là-dessus. Je veux créer un cours. Et là, vous allez donner le nom à votre cours. Enseignant du secondaire, le réflexe qu'on a, parce que, bon, tu sais, moi, tous les cours que j'enseigne au secondaire, c'est français. Je n'ai pas envie de mettre le nom du cours français. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met le numéro de groupe. Mais là, pour les élèves, si les élèves ont 6 profs qui utilisent Classroom, puis que les noms du cours, c'est toujours groupe 32, par exemple, ça devient mélangeant. Donc, je vous suggère fortement de mettre le nom de votre matière, quitte à mettre, par exemple, après ça, dans Objet ou dans Section, là, ou en parenthèse, le numéro de votre groupe, vous, pour vous aider. Donc, je vais mettre français. Et là, vous n'avez pas besoin de remplir toutes ces informations-là, là, honnêtement. Et je vais créer. Ça peut prendre quelques secondes avant que le cours se crée. Peut-être juste en attendant que tu dis ça, Mélissa, on a eu les commentaires dans le clavardage que pour se connecter à l'environnement Google, on peut aussi passer par notre bureau virtuel. Mm-hmm. C'est pour avoir accès à notre environnement à Classroom, en fait. Donc, c'est dans l'environnement dans le bureau virtuel, aussitôt qu'on est sur la page d'accueil, si je ne m'abuse, on a l'environnement, on a Oui. le choix d'aller Vous vers voyez Classroom. juste ici, pour les élèves, ça apparaît aussi dès l'accueil. Donc, dans le petit menu en bleu, ici, le sous-menu, il y a Google Classroom qui apparaît. Puis pour les élèves, on a aussi fait ajouter Zoom qui apparaît juste ici. Donc, je reviens à mon cours. Il est où? Il est juste ici. Alors, ça, c'est mon Google Classroom qui n'a absolument rien. Là. Il est tout neuf. Donc, vous voyez que j'ai 4 onglets en haut. Donc, le flux. Le flux, c'est où est-ce qu'on publie des annonces. Les travaux et les devoirs. Donc, c'est dans cette section-là où est-ce que vous allez pouvoir créer différentes thématiques. Donc, quand on parlait d'organisation, vous allez pouvoir créer des thèmes. Donc, les thèmes, là, honnêtement, ça équivaut un peu au séparateur dans un cartable. Okay? C'est de cette façon-là qu'il faut le voir. Donc, quand je crée un thème, par exemple, encore une fois, moi, je suis en français. Là, si je veux faire... Oups. Donc, un thème, parce que toutes mes choses d'écriture, je vais les mettre à un seul endroit. Donc, écriture,
lecture. Ce que j'aimais bien faire également là, comme enseignante, c'est que j'avais une section où je mettais toutes mes ressources. Donc, je ne sais pas moi, tu sais, ressources diverses. Et dans cette section-là, je mettais, par exemple, tu sais, si j'avais un cahier que j'utilisais avec les élèves, je le déposais là, tu sais, la version PDF. Je mettais aussi des hyperliens vers le Larousse en ligne, un hyperlien vers le conjugueur, parce que bon, maintenant, la conjugaison est incluse dans le dictionnaire Larousse, mais ce n'était pas le cas avant. Si vous avez, par exemple, un site web auquel vous vous référez souvent, si vous référez souvent les élèves à Allo Prof, tu sais, c'est toutes des publications qu'on peut mettre, puis ça devient une espèce de sens de cartable de ressources, si on veut, pour les élèves. Alors, ça, moi, j'aimais bien utiliser ce thème-là, parce que je centralisais les ressources que les élèves allaient pouvoir consulter tout au long de l'année. Vous pourriez même faire, tu sais, au primaire, là, une section thématique pour les parents. Donc, des documents qui s'adressent uniquement aux parents. C'est sûr que les parents doivent utiliser le compte de leur enfant. Okay? Ils ne peuvent pas personnellement, avec leur information personnelle, se connecter au classroom de leur enfant, mais ils ont leur adresse courriel, ils ont leur mot de passe. Fait que, leur créer une section pour les aider, ça peut aussi être une solution. Là. Si jamais vous voulez les déplacer, les thématiques, puis c'est la même chose pour les devoirs, là, vous avez juste à cliquer dessus. Bon, excusez. Ah! Vous avez juste à cliquer dessus, pas trop fort comme je viens de faire. Puis on fait juste le déplacer. C'est la même chose pour les devoirs. Donc, une fois que je vais avoir plein de devoirs, là, j'ai juste à cliquer, je le tiens, puis je le déplace. Ça se fait très facilement. Ensuite, vous avez l'onglet participants. Excuse, Donc, je t'arrête une petite seconde, Mélissa. Peux-tu revenir ouais, aux travaux devoirs, s'il te plaît? Je vais juste faire sur, j'ai des questions en clavardage, donc on va y ouais, répondre rapidement. Dans l'onglet, c'est pour créer le mot écriture, pour créer ressources diverses. Ce sont des thèmes. Donc, on clique sur le bouton créer et le mot thème est en bas. Donc, c'est comme ça qu'on crée nos sections, en fait, nos thématiques. Et puis là, si on est au primaire, si on a décidé qu'on avait un seul groupe pour tous nos élèves, ben, nos thèmes pourraient être français, mathématiques, sciences, etc. Si on décide de créer autant de groupes qu'on a de disciplines qu'on enseigne, admettons, je suis au primaire, ben, je pourrais créer un classroom qui s'appellerait français, puis que là, dans mon classroom français, mes thématiques seraient lecture, écriture, communication orale. Ça pourrait être aussi les thèmes dont quelqu'un a parlé tantôt, un thème qui serait semaine du 7 au 14 septembre. L'autre thème ensuite, ça va être semaine du 21 au 24 septembre. Bon, bref, on peut les créer comme ça, nos thématiques. Les thèmes vont servir vraiment à structurer notre cours. C'est ce que vous allez faire dans quelques secondes. Et là, qu'est-ce qui est le préférable? Est-ce que je crée 5 cours si j'enseigne 5 matières à un même groupe? C'est comme on disait tantôt, c'est vraiment à votre guise. Nous, on suggère de créer un seul cours avec tous vos thèmes dedans si vous êtes au primaire, mais en même temps, on est conscient que si on fait ça, si on ne veut pas que les élèves se perdent trop, on peut y aller peut-être par semaine à ce moment-là, ou sinon, comme je disais tantôt, vraiment avoir tout ce qui est en lecture ensemble, tout ce qui est en sciences ensemble, tout ce qui est en univers social ensemble, etc. Puis finalement, est-ce que les thèmes peuvent être différenciés au niveau visuel? La réponse est non. Les thèmes sont tous semblables, tous pareils, mais on peut juste les déplacer de l'un à l'autre. Donc, pour ce qui est des questions un petit peu plus complexes, on va possibilité de créer des cours à partir d'un iPad. Ouh, ouais. je Oui, crois oui, que oui, hein? C'est toujours oui. le petit bouton, c'était toujours quand on était à la racine, le petit bouton plus qui était, nous, sur un ordinateur, il est en haut à droite. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait au même endroit pour un iPad, mais c'est un bouton plus que vous devez créer lorsque vous vous connectez à la plateforme. Mais on y reviendra, là, monsieur ou madame Renaud, là, iPad 8. Si vous avez des difficultés, vous pourrez nous écrire par la suite à la formation, on vous assistera. Merci, Mélissa, Oui, pour cette organisation du Classroom. Tu peux poursuivre. oui. Non, c'est ça. Ben, juste, je peux confirmer là, pour l'iPad, parce que là, je regarde sur mon téléphone. Là, je peux OK. créer aussi un cours à partir de mon téléphone cellulaire, de l'application Classroom, il n'y a pas de problème. Puis, est-ce qu'on peut Euh, créer des divisions dans les thèmes? La réponse est malheureusement non. Donc, si dans la non, lecture, j'avais voulu dire, ben ça, c'est étape 1, étape 2, étape 3, non, on ne peut pas ajouter d'autres, on ne peut pas scinder un thème en en sous-catégories, si on sous-thème. veut. Il n'y a pas de sous-thème. Exact. Ensuite, bon, puis évidemment, je vais y revenir, là, mais pour créer, ici, vous avez la création également de devoirs, de questionnaires, de questions.
de documentation. Donc, documentation, automatiquement, ce qu'on va publier en documentation, ça va être en lecture seule. Donc, les élèves ne pourront jamais écrire dans un document. Et ça devient, on va l'utiliser beaucoup avec, par exemple, la section ressources, là, ce que je vais publier dans ressources, ça va être de la documentation. Mais ça, on va y revenir, OK, pour les types de devoirs et tout ça. Ensuite, vous avez l'onglet participants en haut. Donc, vous avez deux sections, enseignants et élèves. Enseignants, donc, vous pouvez avoir jusqu'à un maximum de 20 enseignants dans un cours. Alors, si, par exemple, moi, je suis enseignante de mathématiques au secondaire, par exemple en secondaire 2, bien, je pourrais ajouter les autres enseignants de secondaire 2 en mathématiques. Donc, ces profs-là vont pouvoir voir ce que je publie comme devoir, puis ils vont pouvoir aussi réutiliser un devoir. Tu sais, par exemple, si j'ai, je sais pas, dans un devoir, tu sais, j'ai une capsule vidéo sur un sujet X avec un exercice quelconque à faire, peu importe, là, l'enseignant pourrait réutiliser ce devoir-là, il pourrait le modifier pour le mettre à sa sauce, ajouter par exemple une référence ou modifier un peu la question que j'ai posée. Et puis, il pourrait le réutiliser avec ses élèves. Donc, d'ajouter des enseignants comme ça dans son cours, quand on commence à utiliser Google Classroom, c'est tellement bénéfique parce que ça nous donne des idées de ce qu'on pourrait faire. Puis aussi, ça allège notre tâche parce qu'on n'a pas besoin de tout créer tout le temps. Alors, ça, c'est un gros, gros plus. Puis, c'est à cet endroit ici qu'on va utiliser, on va ajouter les élèves. Je vais juste vous montrer pour les enseignants. Ici, je vais juste créer, je clique bon, sur le petit bonhomme avec un plus, puis ça prend l'adresse courriel. Encore une fois, ça prend l'adresse courriel cslaval.qc.ca. Vous allez voir, la première fois que vous utilisez une adresse courriel dans Google, Google ne le reconnaît pas automatiquement, mais après l'avoir utilisé une fois, après ça, il va le reconnaître. Par exemple, Maryse, je l'ai tellement, elle est tellement partout dans mon Google que le Google là, la reconnaît tout de suite. Donc, j'ai juste écrit MA, puis Maryse Rancourt est sortie. Mais si je prenais, par exemple, un autre prof, je sais qu'il y a Pascal Lissa qui est là en ce moment. Pascal, elle ne sortira pas tout de suite là, parce que je ne l'ai jamais ajouté. Il faudrait que j'entre son adresse courriel au complet à csaval.qc.ca. Mélissa, est-ce qu'on peut ajouter une adresse courriel d'une autre commission scolaire? Non, vous ne pouvez pas sortir du domaine commission scolaire de Laval, excusez-moi, centre de services scolaires de Laval. Donc, notre domaine Google, c'est un domaine éducationnel qui est protégé, c'est un environnement protégé. Donc, vous ne pouvez pas inviter des parents comme élèves, vous ne pouvez pas inviter des enseignants d'une autre commission scolaire à participer à votre cours. C'est vraiment fermé, le classroom. C'est pour ça que pour les élèves, ben, vous pouvez juste les inscrire avec leur adresse du BV là, également, le CS Laval. Maryse va vous montrer par la suite comment ajouter des élèves rapidement. Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez juste les inviter avec leur adresse courriel. Puis ça, c'est nouveau, Maryse, as-tu vu? Lien d'invitation. Oh! Ça a été ajouté. On vient juste de le voir. Donc, Google fait des modifications. Donc, un lien d'invitation qu'on va pouvoir envoyer aux élèves rapidement. Vous avez finalement une section notes juste ici. Donc, quand vous allez publier des M'excuse, devoirs, Mélissa. Je veux que tu reviennes à participants, c'est super important. C'est une question que plein de gens ont. ouais, Est-ce qu'ils doivent supprimer le nom des élèves de l'année passée? Donc, tu sais, il y en a qui ont déjà créé leur classroom, là, puis qui voient tous leurs élèves en ce moment. Donc, si on peut juste redire rapidement, qu'est-ce qu'on fait avec notre groupe de l'année passée? le groupe de l'année passée, vous allez vouloir l'archiver. Donc, on ne veut pas le conserver, on ne veut pas le réutiliser. Vous allez, tu sais, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans les cours, à la racine de vos cours, et vous allez archiver le cours. Si vous voulez, par la suite, ce qui est le fun, c'est que je vais revenir à mon cours de français que je viens de créer. C'est si jamais vous voulez réutiliser, je ne sais pas, moi, en début d'année, vous avez créé une capsule vidéo avec un message de bienvenue pour les élèves. Vous voulez le réutiliser, vous n'avez pas envie de tout le retaper au complet. Alors, dans le flux, vous allez cliquer sur les petites flèches ici, c'est-à-dire réutiliser le post. Réutiliser le post, je clique dessus
Et là, je vais avoir accès à tous mes cours qui sont actifs et mes cours que j'ai archivés. Je vais avoir accès à tout ça. Donc, j'ai juste à aller, bon, là, c'est un petit peu long, là, mais je vais pouvoir aller sélectionner mon cours archivé de l'année dernière. Je clique dessus, puis je vais chercher mon message d'accueil dans lequel j'ai publié une vidéo, puis que j'ai fait tout un message à mes élèves. Donc, je vais pouvoir le sélectionner. Et puis, ce message-là va s'ouvrir en brouillon. Puis, vous allez pouvoir le modifier avant de le publier. Alors, ce qu'on veut, c'est pas, on ne veut pas réutiliser le même cours que l'année passée. Okay? Le cours de l'année passée, on veut l'archiver, mais vous allez pouvoir aller chercher des éléments quand même dans ce cours-là. Là, le mien est super long, je ne sais pas pourquoi, là, mais bref. Oui, c'est un peu long parce que tu as beaucoup de classrooms Oui, d'archivés. exact. C'est juste pour ça. J'en ai. OK, bon, il a fonctionné. Ouais. Donc là, vous voyez, j'ai toutes les classes ici, les classes pour lesquelles j'étais enseignante ou même co-enseignante. Si on veut, ce n'était pas nécessairement moi qui l'avais créé. Donc, vous voyez ici, le français, ce groupe de français-là, il est archivé. Donc, je peux aller fouiller dans ce cours-là. Je clique dessus. Et là, vous voyez toutes mes annonces. Donc, si je veux utiliser Bonjour, chers élèves, je peux cliquer dessus. Je le réutilise. Bon, j'ai été vraiment créative cette journée-là. Là, je me suis donnée à fond. Donc, vous voyez que j'ai écrit Bonjour, chers élèves. Là. Mon annonce, elle s'est mise en brouillon. Donc, je peux la modifier. Je peux ajouter des choses. Je peux ajouter aussi des pièces jointes en cliquant sur Ajouter. Et là, je le publie. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, même si j'archive mes cours, parce que là, je le sais, là, vous êtes réticents, vous dites j'ai plein de devoirs que j'ai créés, ça, je ne veux pas tout recommencer. Vous ne serez pas obligé de recommencer. OK? Donc, on archive le cours de l'année passée, mais vous allez voir, vous allez pouvoir réutiliser. Puis c'est la même chose, là, je vous ai montré pour les annonces, mais dans travaux et devoirs, c'est la même chose. Quand je clique sur Créer, je peux réutiliser un post. Donc, je peux aller réutiliser des devoirs dans tous les cours que j'ai archivés et même dans les cours qui sont actifs. Donc, par exemple, on parlait des spécialistes tantôt qui disaient est-ce que je crée un cours ou un cours pour tout le monde ou pour les différents groupes. Mais si j'ai publié quelque chose dans le groupe 402 puis je veux le réutiliser pour le groupe 403, j'ai juste à aller ici. Si je peux aller le chercher, mon devoir, dans le groupe 402, c'est la même chose. Donc, je clique sur mon cours, puis là, je vais rechercher le devoir que je voulais avoir. Par exemple, c'était ou une documentation, là, peu importe. Je le réutilise. Puis là, encore une fois, il va s'ouvrir en mode brouillon. Donc, en mode brouillon, je peux ajouter des documents encore une fois, je peux modifier mes consignes, je peux modifier le titre, je peux dire que c'est pour tous les élèves ou je pourrais l'assigner seulement à quelques élèves aussi. Que généralement, quand je clique sur tous les élèves, j'ai la liste de tous les élèves ici que je peux cocher ou décocher. C'est juste parce que je n'ai pas ajouté d'élèves encore dans ce cours-là. Alors, ça, c'est pour la réutilisation de posts et je peux publier juste ici. On a quelques questions, Mélissa. Donc, pour ce qui est des adresses courriels des élèves, si vous ne les avez jamais activées ou quoi que ce soit, j'y reviens plus tard dans l'inscription des élèves. OK, ça va être un petit peu plus tard aujourd'hui qu'on va voir ça. Est-ce que les élèves d'un autre enseignant inscrits à mon cours vont pouvoir travailler sur la page, sur ma page finalement de l'enseignant principal? La réponse est non, Éric. Donc, c'est sûr que si Mélissa et moi, elle m'a inscrit à son cours, mais mes élèves à moi, ils ne pourront pas aller sur la page de Mélissa. Par contre, moi, je vais pouvoir prendre des posts de Mélissa puis aller les assigner à mon cours à moi. Donc, ça, c'est possible. Est-ce que si un élève quitte pendant l'année puis on souhaite le retirer, on va dans les participants puis on va pouvoir retirer un élève là, très simplement, Carole, avec un petit moins qui va être à côté de son nom là, une fois qu'il est inscrit. Si on veut faire comme l'an dernier, donc en copiant-collant des listes d'élèves de GPI, tout ça, on va voir ça tout à l'heure pour l'inscription des élèves. Et puis, est-ce qu'on peut mettre les élèves selon leur groupe? Ça, je ne l'ai pas compris. Hassan m'a posé la question. Peut-on mettre les élèves selon leur groupe? En fait, je pense que la réponse va être oui, là, Hassan. Je vais y revenir dans l'inscription des élèves plus tard. Donc, tout ce qui est question des adresses courriels des élèves, j'y reviens. Alors, à ce moment-là,
Lorsque vous archivez votre cours, vous avez 2 choix. Tu sais, Mélissa, elle a dit, si vous aviez déjà un cours cette année puis vous voulez l'archiver parce que là, on commence une nouvelle année, bien, vous archivez votre cours, puis avant de l'archiver, vous pouvez décider de supprimer tous les élèves ou non. Si vous les supprimez tous avant d'archiver votre cours actuel, ces élèves-là n'auront pas accès à ce cours archivé-là. Dans leur cours archivé à eux, ils ne le verront pas. Mais si vous laissez les élèves là, puis vous archivez le cours avec les élèves déjà inclus dans le cours, les élèves vont aussi aller pouvoir cliquer sur leur cours, voir les cours archivés, puis aller voir votre ancien cours archivé avec les petites lignes. Fait qu'il peut accéder quand même au contenu de l'année passée que vous aviez mis là, mais il ne pourra pas remplir de travaux, il ne pourra pas écrire de courriel ni à vous ni à personne, mais il pourrait s'y référer. Donc, admettons que cet élève-là, vous êtes au primaire, vous avez mis des référentiels en français, tout ça, bien, vous faites juste archiver votre cours avec tous vos élèves, puis ils peuvent les voir dans leur cours archivé à eux, puis ils peuvent comme ça retourner voir des ressources que vous auriez mises qui seraient importantes, là, qui seraient importantes peut-être à conserver. Donc, ça, c'est une possibilité, mais c'est une capsule là, un petit peu plus avancée sur l'archivage de cours pour ceux et celles. Là, on est conscient que là, on a 250 personnes, il y a de tout. Hein. Il y a des gens qui avaient déjà démarré l'an passé et d'autres qui commencent cette année. Donc, surchargez-vous pas si ça ne vous concerne pas. Là, surchargez-vous pas inutilement avec ça. On va donc poursuivre Ouais. avec le prochain onglet. Marie, je veux juste revenir sur une chose. Oui. Légalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre compte personnel pour entrer en communication avec les élèves. Vous ne pouvez pas utiliser votre adresse Gmail personnelle pour créer des cours dans Classroom, puis inviter des élèves, parce qu'en plus, ça nécessite la création d'un compte Gmail personnel de l'élève. Vous ne pouvez pas le faire. Puis on parle de quand même des enjeux de sécurité là, au niveau des STI. Honnêtement, vous pourriez être dans le trouble là, si vous utilisez des adresses courriels, parce que légalement, vous n'avez pas le droit de créer des comptes personnels aux élèves. OK? Puis le compte Google Éducation, ben, c'est tout un domaine qui est sécurisé pour les élèves. Puis là, en plus, ça ajoute à ça, j'en ai pas encore parlé, mais vous voyez ici, il y a un lien Meet. Donc, générer un lien Meet. Si je clique là-dessus, ben là, j'ai une salle virtuelle qui vient de s'ajouter à mon Classroom. Alors, je veux qu'elle soit visible par générer un lien Meet. Je clique ici et là, j'enregistre. Là, ça fait en sorte que, vous voyez, mon lien est là. Alors, moi, je peux dire à mes élèves, par exemple, que mercredi, entre 14h et 15h, je suis disponible en ligne pour répondre à leurs questions. Et là, à 14h ou à 14h30, peu importe, j'ai des élèves qui font tout simplement se connecter en cliquant. Et là, j'ai ma visioconférence Meet qui s'ouvre. Ça, il faut que ça soit tous des domaines qui sont sécurisés. Là. Sinon, ça va sortir d'un peu partout. N'importe qui va pouvoir rejoindre notre conférence. Il y a quand même pas mal d'enjeux de sécurité. C'est pour ça que là, on insiste vraiment sur le fait que si vous voulez utiliser Google Classroom, vous n'avez pas tant d'options que ça. Là. Vous devez utiliser votre adresse Commission scolaire de Laval absolument, pour tout plein de raisons. Alors là, c'est le moment où est-ce qu'on va vous laisser. Je vais arrêter de partager mon écran. On va vous envoyer, je vais vous envoyer tout de suite la page de tutoriel, OK? Donc, notre parcours d'auto-formation. Oups. Notre parcours d'auto-formation qui se trouve sur notre site web, là, la trousse numérique CSSL. Donc, je vous l'envoie immédiatement sur l'onglet converser. Donc, si jamais, là, on va vous laisser du temps, okay? On va vous laisser 30 minutes pour démarrer vos cours. On va vous séparer en sous-groupes. J'espère être capable de faire 45 groupes. Oui, oui, je suis capable, génial. Alors, vous allez être envoyé par groupe de 4 ou 5 dans un sous-groupe. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut que vous démarriez vos groupes et que vous soyez en sous-groupe pour vous poser des questions, pour vous entraider si jamais vous aviez besoin. Alors, je continue. Alors, juste pour répondre, parce que c'est vrai, j'ai pas parlé des paramètres tantôt. Ça m'a sorti de la tête, là, je m'excuse. Donc, quand vous êtes dans Google Classroom, il faut que j'y retourne aussi. On me demande est-ce que je désactive les notifications. Honnêtement,
ça dépend quelle notification. Là, donnez-moi juste une seconde. Je me rends à Classroom tout de suite. Donc, quand vous êtes à l'intérieur d'un cours, donc là, je suis à l'intérieur de mon cours français. Vous voyez ici que j'ai ma petite roue dentée en haut à droite. Je m'excuse, je vais mettre... OK. Alors, je clique ici. Donc, j'ai les informations sur le cours que je pourrais modifier. J'ai les codes d'invitation aussi. Là, si je veux générer aussi mon lien Meet, c'était ici. Ça a changé. Il est où? Ah, il est juste ici. Donc, je peux générer mon lien Meet aussi à partir de là. Meet, on y revient, ça ne sera pas très long. Et vous avez ici quelques petits paramètres. Donc, par rapport au flux, donc, ça, c'est la page principale, dans le fond, où est-ce qu'on peut publier des annonces. Est-ce que vous devez décider, est-ce que je veux que les élèves puissent publier des posts puis des commentaires? Alors, est-ce qu'un élève pourrait décider lui-même de créer une annonce et de répondre aux commentaires aussi? Donc, on leur donne le maximum de droits. Sinon, est-ce que les élèves peuvent uniquement ajouter celles-là, c'est des annonces, si je ne me trompe pas? Excusez-moi, des commentaires. Je ne sais pas pourquoi la suite apparaît pas. Les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires. Donc, moi, comme prof, je peux publier une annonce, mais l'élève peut juste répondre à des commentaires. Il peut juste, par exemple, me poser une question sur mon annonce. Ou sinon, c'est seulement les enseignants qui peuvent publier des annonces puis des commentaires. Honnêtement, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de permettre aux élèves au moins de pouvoir faire des commentaires. Parce que vous allez vous apercevoir que les élèves ils se répondent. Ils se répondent. Un élève va poser une question, c'est l'autre élève qui va lui répondre. Fait qu'à un moment donné, ça devient comme une espèce de communauté vraiment d'apprentissage où est-ce que tout le monde s'entraide. Puis on vient qu'on n'a quasiment plus besoin, nous, d'intervenir dans les commentaires puis tout ça. Donc, c'est super intéressant. C'est sûr qu'il y a un enseignement à faire. Il faut enseigner aux élèves les comportements à adopter. Puis là, tu sais, c'est la prochaine diapositive là, sur la responsabilisation de l'élève. Bien, il faut lui faire comprendre que cet endroit-là, là, environnement numérique d'apprentissage, c'est pour tout ce qui est en lien avec l'école, avec les travaux que tu as à faire, avec les devoirs, l'étude que tu as à faire, c'est tout ce qui est en lien avec un contexte d'apprentissage. On ne veut pas que tu demandes à tes amis ce qu'ils ont fait en fin de semaine. T'sais, ils ont 14 000 autres plateformes pour faire ça. Celle-là, elle ne sert pas à ça. Alors, il y a un enseignement à faire. Aussi, c'est de montrer aux élèves, quand ils font un commentaire, de tout écrire leur message dans la même boîte. OK? Donc, je reviens juste ici. Et par exemple, ici, dans les commentaires, vous allez avoir des élèves qui vont faire Allô, puis là, ils vont l'envoyer. Là, après ça, ils vont poser leurs questions. C'est quoi les pages? C'est quoi les pages? Puis là, fait que là, on apprend aux élèves, OK, tout ton message, là, c'est pas un clavardage, t'es pas dans Messenger avec tes amis, tout ton message va dans la même petite boîte, puis tu l'envoies. Puis il n'y a pas d'affaire de allô, 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 parce que même au secondaire, on a ça. OK, les 53 allô, ça, bio, je sais pas quoi, là, qui apparaissent. Donc, il y a un apprentissage à faire. Si jamais vous avez des élèves qui comprennent pas les règles puis qui les respectent pas malgré qu'on est intervenu plusieurs fois, vous avez toujours la possibilité dans l'onglet participants. Là, j'ai pas d'amis, par exemple. Ah, peut-être Je me un. rajoute un... Attends, je vais inviter... c'est parce qu'il va falloir qu'il accepte. Non, c'est ça. T'es mieux d'aller dans un autre groupe. OK, je vais aller dans un autre groupe. Mais tu sais, vous avez la possibilité, là, en cliquant sur un élève, de pouvoir comme bloquer seulement cet élève-là. Je vais aller ici. Je devrais avoir des amis ici. Oui. Alors, quand je clique, par exemple, sur... bon, je m'excuse, Louise, là, mais je clique sur son nom, mes actions, bloquer les posts et commentaires. Alors, je pourrais aller juste cibler un élève qui est un récidiviste. Puis, je pourrais seulement bloquer cet élève-là, l'empêcher de publier des posts et des commentaires. Mais honnêtement, même au secondaire, j'ai eu un élève uniquement qui me posait des problèmes. Puis dès que je lui ai dit, OK, je te donne une chance, là, puis après ça, si tu recommences, je te l'enlève, j'ai jamais eu besoin
de le réutiliser parce que les élèves veulent pouvoir avoir accès à ces commentaires-là, là, parce que c'est très aidant. Alors ça, c'est le premier comment ça s'appelle? Premier paramètre là, à aller modifier là, si jamais vous le souhaitez. Puis l'autre paramètre, c'est au menu principal. Et là, on va venir, si je descends en bas complètement, là, vous avez les paramètres ici. Et là, on vient jouer avec les notifications courriels. Donc, c'est deux endroits de paramètres. Il y en a un qui est en haut à droite de notre cours, puis il y en a un autre qu'il faut aller dans les cours généraux, puis descendre en bas pour la deuxième roue dentée. Oui. Alors, c'est les notifications par courriel. Je pourrais décider de barrer toutes mes notifications par courriel, chose que je ne vous recommande pas de faire parce que à chaque fois que vous allez recevoir, par exemple, vous allez publier un devoir, puis un élève va publier un commentaire parce qu'il y a une question, bien, vous n'avez pas d'autre façon de savoir que la notification courriel. Ou sinon, il faut aller dans tous les devoirs, dans tous les groupes pour voir s'il y a un élève qui vous a écrit. Alors, on garde les notifications courriel ouvertes, les commentaires. Là, je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, mais mes commentaires sur mes publications, je veux recevoir les notifications. Les commentaires pour lesquels je suis mentionnée aussi. Les commentaires privés sur les travaux des élèves aussi, je veux être affichée. Après ça, c'est à vous de voir, là, vous passez, je ne veux pas toutes les lire, là, mais vous passez à travers les types de commentaires, est-ce que je veux les avoir ou pas? Puis vous pourriez aussi, dans notification de cours, si je clique sur la flèche, par exemple, Maryse, elle avait créé des cours dans des équipes écoles là, avec qui elle faisait des accompagnements Classroom, puis elle m'ajoutait comme enseignante. Mais là, à chaque fois qu'elle publiait quelque chose ou qu'un de ses élèves publiait quelque chose, moi, je recevais les notifications. Donc, je pourrais décider, tu sais, un cours pour lequel je ne suis pas enseignant principal, je pourrais décider de fermer carrément toutes les notifications, tu sais, pour ce cours-là. Alors, admettons que vous êtes ajouté comme enseignant dans le cours d'un autre prof de français, parce que vous voulez aller voir ce qu'il fait de temps en temps. Vous ne voulez pas nécessairement avoir les notifications. Là, fait qu'on vient les fermer à cet endroit-là, dans notification de cours. OK? Alors, ça, c'est pour les notifications. Est-ce que tu peux juste remontrer rapidement les deux endroits où on retrouve les paramètres? C'est une question que j'ai eue. Oui, donc dans le menu principal, donc c'est les trois lignes en haut à gauche. En bas complètement, paramètres. Donc ça, c'est les paramètres pour les notifications courriel. Okay. C'est aussi les notifications. On peut aussi ajuster les notifications si vous avez l'application sur votre appareil mobile en passant. Oui. Mais ça, c'est à l'intérieur du téléphone. Oui, c'est autre chose. Oui, c'est ça, c'est autre chose. Là. Je ne veux pas nécessairement me lancer là-dedans. Ouais. Mais après ça, si je vais dans mes cours, dans chacun de mes cours, j'ai un autre encore, tu sais, ma petite roue dentée, je clique dessus et là, j'ai accès à d'autres paramètres, les informations générales de mon cours, aussi par rapport au flux, pour savoir si les élèves peuvent publier ou pas. J'ai oublié de vous mentionner une chose qui est vraiment importante, là. Vous avez ici travaux et devoirs sur le flux. Et vous avez des options. Donc, dans le flux, okay, où est-ce que je publie des annonces, je peux avoir des notifications réduites. Ça, c'est la valeur par défaut, des travaux que je publie. Alors, si, admettons, je publie un devoir sur l'accord dans le groupe du nom, dans le flux, il va y avoir une annonce réduite disant nouveau devoir publié avec le nom du devoir. OK? Ça, c'est les notifications réduites. Honnêtement, par expérience, quand on garde ça ouvert, ça fait en sorte que les élèves ne développent pas le réflexe d'aller dans la section travaux et devoirs. Puis ils finissent tout le temps par chercher les documents où ils disent « Ah, mais je ne trouve pas le lien parce que la notification réduite, là, elle n'affiche pas le devoir au complet. » Puis ça vient faire en sorte, là, les notifications réduites, puis même afficher les pièces jointes et les détails, là, ça vient surcharger le flux. Alors, quand vous avez vraiment une annonce que vous voulez passer à vos élèves, je ne sais pas moi, n'oubliez pas, demain, il y a une activité spéciale à porter, je ne sais pas, une collation en classe, bien, ça se perd dans les travaux. OK? Donc, vous pouvez l'expérimenter, là, vous pouvez laisser les notifications réduites, puis voir après ça si ça vous plaît ou pas. Mais par expérience personnelle, je préfère masquer les notifications
parce que ça force l'élève à aller dans la section travaux et devoirs pour accéder. Puis de cette façon-là, ben, l'élève a accès à tout le devoir, à tous les documents. Il n'y a pas d'histoire de « Ah, je ne sais pas c'est où déjà ». Il voit tout d'un coup. Mais comme je vous Je dis, confirme, Mélissa, là, pour avoir fait quelques accompagnements avec quelques écoles, c'est la même chose. Les enseignants ont préféré masquer les notifications ouais, finalement complètement. ouais, C'était beaucoup plus simple pour les élèves de s'y retrouver. Et notez bien que ce paramètre-là, il faut le refaire pour chacun des groupes. La roue ouais. dentée qui est en haut à droite de votre cours, donc si vous avez 5 cours, 4 cours différents, il faut refaire cette opération-là, aller changer le paramètre pour chacun des groupes. Tandis que le paramètre général qui était dans les 3 petites lignes en haut à gauche, là, puis qu'on allait en bas complètement, ça s'applique pour tous nos groupes. Tu sais, ça peut s'appliquer pour tous nos groupes, les notifications et tout ça. Mais ce petit paramètre-là, lui, est pour chacun des groupes en haut à droite. Alors ça, c'est pour les paramètres. Donc là, ici, on est rendu, je l'ai mentionné juste un peu avant, là, de la responsabilisation de l'élève. Puis ça, c'est avant même de les inscrire. Okay? Quelles sont nos attentes envers les élèves quand ils utilisent l'environnement numérique d'apprentissage? Donc, il y a plusieurs choses qu'on doit leur enseigner au niveau des procédures, entre autres. Comment je fais pour remettre mon devoir? Et ça, on a vraiment essayé de vous aider au maximum. Je l'ai mentionné à certains enseignants plus tôt, tantôt. On a développé tout un site web. Je vais vous le montrer tout de suite. Puis on va vous l'envoyer également. Donc, ça s'appelle Mes outils techno. Donc, c'est un site qui est destiné aux élèves et à leurs parents, où est-ce qu'on dépose tout plein de tutoriels. Okay? Donc, entre autres, tantôt, je montrais pour le bureau virtuel, de quoi j'ai besoin? Bien, j'ai besoin de mon code d'utilisateur, mon numéro de fiche qui se trouve sur mon bulletin, plus ton mot de passe. Si tu ne connais pas ton mot de passe, tu communiques avec ton enseignant. Puis, il y a un bref survol du bureau virtuel. Et ça, vous le regarderez si jamais ça vous intéresse. Mais ici, dans ce cas-ci, ce qui m'intéresse, c'est dans les outils Google. Je vais avoir Google Classroom. Donc, je clique juste ici. Et là, ça, c'est tout un parcours d'auto-formation que vous pouvez faire parvenir aux parents, aux élèves aussi. Donc, un bref survol de c'est quoi Classroom de 2 minutes. Puis ensuite, comment je me connecte. Vous avez le procédurier écrit, puis vous avez aussi une courte vidéo qui montre à l'élève comment faire. Ça ici, c'est des petites technicalités. Là, changer de compte Google sur un iPhone ou un iPad ou sur un appareil Android parce que des fois, s'il y a une adresse Google personnelle qui est enregistrée, ça vient créer comme un bug, si on veut, là, au niveau de la connexion. Fait qu'on vous montre aux élèves comment faire le changement. Classroom, ça ressemble à quoi? Comment je fais pour rendre mes travaux à mon prof? Donc, une courte vidéo. Comment je fais pour travailler dans un travail en PDF? Comment je fais pour rendre un travail qui est fait sur papier? Alors, on a donné un travail à faire, par exemple, dans un cahier où l'élève doit, je ne sais pas moi, laisser des démarches écrites sur une feuille. Bien, comment je fais pour le remettre? Je le prends en photo, je le dépose dans Classroom. Donc, tous ces procéduriers-là ont été créés pour vous. Ça entre dans les procédures. Les routines aussi. Qu'est-ce qu'on enseigne aux élèves au niveau de la routine? Qu'est-ce qui est attendu au niveau des comportements? Okay? Donc, ça, c'est toutes des choses qu'il faut enseigner aux élèves avant de les lancer sur la plateforme parce que sinon, ça va être bordélique. Ce qui est important aussi, c'est de garder en tête que les consignes qu'on donne aux élèves, les normes qu'on enseigne aux élèves, elles doivent être, somme toute, limitées. Je ne peux pas avoir une liste de 25 règles à respecter. C'est trop. Il faut choisir les plus importantes puis mettre l'emphase sur celles-là. Il faut essayer de les formuler le plus positivement possible. Il faut également les publier. On publie nos règles de classe. Vous le faites en classe, vous les accrochez sur les murs, les routines, puis tout ça, vos attentes envers le groupe. Bien, vous allez faire la même chose sur votre environnement numérique d'apprentissage, soit dans votre thématique ressources, ou sinon, vous les publiez dans le flux pour qu'elles soient visibles, et que ce soit facile pour vous de vous y référer. Et vraiment, le plus important, c'est qu'il faut les enseigner. Ça implique que durant les premières semaines, bien, il va falloir y revenir continuellement. Là. On revient sur nos attentes envers les élèves.
que ça soit à distance ou que ça soit en classe, OK? Que ça soit pour la vie de groupe physiquement ou la vie de groupe virtuellement sur l'environnement numérique. Alors ça, c'est toutes des choses qui sont importantes. Là, notre plan, c'était de vous envoyer dans les documents pour que vous les complétiez. Donc, vous voyez, ici, c'est des hyperliens là, vers les documents. Ah, là, j'ai changé. On ne le fera pas maintenant parce qu'il est 11 heures et il y en a d'autres choses à voir. Mais ça reste ouvert. Vous avez la présentation, on vous l'a envoyée. Donc, on vous invite au courant de la journée là, à aller compléter. Tout le monde y a accès, donc vous allez pouvoir vous inspirer des commentaires des gens. Puis vous voyez, on a mis, je vais vous le montrer rapidement, là, pour vous aider à y penser, on s'est dit, on a des attentes en salle de classe. On peut partir de ces attentes-là en salle de classe pour ensuite les adapter à la classe virtuelle. Parce que le comportement attendu des élèves en salle de classe, il est quand même le même. Là. Toute la notion de respect, puis de je fais attention à mon vocabulaire quand je m'adresse à un adulte, quand je m'adresse à un collègue, de la façon que je lui parle, puis tout ça, que ce soit en classe ou en virtuel, c'est la même chose. Donc, on vous invite, c'est ça, au courant de la journée, là, à aller compléter ces feuilles-là. Nous, en même temps, ça nous donne une belle emprise, puis ça nous permet de bonifier nos formations par la suite. Donc, on est en gros travail collaboratif ici. Donc, c'est super intéressant. Plein de super questions, mais on ne peut pas y répondre à toutes tout de suite. Je veux juste faire le lien entre est-ce que c'est accessible sur le BV? Gardez vos questions pour la fin, là, en passant. Ce n'est pas parce que je n'y réponds pas qu'elles ne sont pas importantes. C'est juste qu'on n'a pas le temps de répondre à tout. Est-ce que cette adresse courriel-là, le site Internet pour les élèves, là, je l'ai vu dans le clavardage, est-ce qu'il est accessible pour les élèves? Donc, moi, je regarde sur le BV. Je ne crois pas que ça a été ajouté. Il est disponible dans l'onglet ressources, élèves primaires, élèves secondaires, élèves présco. Il est là. On l'a fait ajouter. Donc, il y a mes outils techno. Mais moi, j'y suis là présentement, puis mes outils techno. Ah oui, OK, attends. Je vais partager mon écran, OK, pour. Oui, vas-y, j'ai arrêté mon partage. C'est bon. Ça, je vais vous le montrer. Donc, les élèves, là où ils y ont accès. Donc là, je suis sur le BV de Marilyn, qui est comme un hasard, ma fille. Alors, elle est en secondaire 3 et elle a donc l'onglet ici ressources élèves SEC. Ceci dit, dans l'onglet accueil, elle a aussi accès à Google Classroom. Si elle va donc dans ressources, qui est le deuxième onglet ici, et là, bon, il y en a plusieurs d'affichés, mais c'est le deuxième juste ici, mes outils techno. C'est notre site web, dans le fond, où tous les outils techno pour les élèves se retrouvent là, tous les trucs, astuces, les procéduriers, comment avoir accès au BV, etc. Donc, vraiment, il y a plein de choses ici. Alors, ils peuvent y accéder. Et si je ne me trompe pas, tu m'as dit que les enseignants, on l'avait aussi, hein, Mélissa? Oui, mais quand on est enseignant, on a... Quand on est sur notre BV, je suis en train de regarder. Oui, mais on a accès à ressources qui est là. À la même place qu'on a les ressources de vos CP, là, tout est là. Mes outils techno est là. Parfait. Alors, l'onglet BV, ressources, vous l'avez. Mes outils techno, puis vous avez des ressources de vos CP. Là. La trousse numérique aussi, elle est là également. Donc, tous les hyperliens importants là, qui sont à votre disposition via le BV. Oui, c'est dans l'onglet ressources, donc pour les enseignants aussi, puis dans l'onglet ressources élèves sexe s'ils sont au secondaire ou ressources primes pour le primaire. Donc, très intéressant. Le site est accessible. Ah oui, Marie-Robert a vu des routines, procédures, comportements. Est-ce qu'il y a un document sur ça? Est-ce qu'on peut voir un exemple de... j'ai des demandes, peut-on voir un exemple de routine, consigne comportementale? Là, on en a trouvé justement hier certaines, puis on se disait, il y en a comme trop. C'est le fun de donner des instructions aux élèves, mais il ne faut pas trop en donner non plus. Il faut sélectionner. Pardon. Puis, il y a même mieux que ça, ce que je vais vous mettre dans quelques secondes dans le chat, c'est un exemple de comment vous-même établir votre code d'éthique avec vos élèves. Donc, co-construire son code d'éthique avec les élèves, puis sélectionner quelques règles seulement auxquelles on va tenir, puis qui proviennent des élèves aussi, comment amener nos élèves à faire ça. Ça fait partie des incontournables lorsqu'on utilise surtout des outils à distance, puis qu'on veut que l'ordre règne et que la salle de classe aille bien. C'est la même chose que quand vous êtes en classe, vous établissez vos règles, vous avez parfois des affiches, vous avez parfois des tableaux de comportement, etc. Mais c'est la même chose avec en ligne. Donc, on va prendre le temps d'élaborer une petite charte. Donc, oui, Marie-Robert, Anne-Marie et tous les autres, je vais vous envoyer dans quelques minutes quelques exemples. Je vais les mettre même dans la présentation, un lien vers tous les exemples. Là. Donc, vous pourrez voir des exemples de chartes déjà établies, puis aussi
comment établir une charte des conseils avec vos élèves. Donc ça va vous aider beaucoup en ce début d'année là, avec l'intégration du numérique. Marie, tu vas continuer avec avec le partage d'écran pour l'inscription des élèves. Oui, d'accord, Donc, je morceau, procède. morceau important. Là, on comprend que vous commencez peut-être à être fatigué là, mentalement parce que c'est quand même 2 heures passées là, qu'on est en visio. Mais tenez bon, on vous le promet, ça vaut la peine. Google Classroom, c'est un bijou d'outils, puis vous allez tomber en amour, on est certaine. Donc, j'espère que le son va fonctionner. Alors, Mélissa, tu me feras signe si jamais le son ne fonctionne pas, mais en principe, ça devrait fonctionner. Je Je vous lance mes montre. cigales chez vous, si ça Parfait. marche pas. Je vous affiche une vidéo, donc vous allez écouter la vidéo en même temps que moi, ça dure 3 minutes, là, parce que je n'ai plus accès. Avant, j'avais accès, dans le fond, à une liste, un vrai GPI d'enseignants. Puis là, je n'y ai plus accès. J'ai plus l'accès. Tout simplement, j'ai plus le mot de passe. L'enseignante a changé son mot de passe. C'est pas un scam, là, c'est vraiment une enseignante, une amie personnelle. Puis là, ben, elle a changé son mot de passe, elle l'a donné comme ça. Puis je n'ai pas redemandé. Je me suis rendu compte de ça hier. Oups, j'ai plus accès cette année. Donc, je peux pas voir, je peux pas vous le faire live, mais j'avais enregistré la vidéo. C'est aussi bien de même, ça va durer moins longtemps. Puis, dans la vidéo, dans le fond, ça vous montre comment aller générer une liste dans GPI avec tous vos élèves pour un groupe, pour copier ces adresses courriels-là, puis plus tard, les conserver même dans un petit document Excel, puis pour les inscrire vos élèves. Donc, inscrire comme les élèves en même temps tout le monde, là. Ça, c'est une façon de faire si on veut inscrire nous-mêmes les élèves dans Classroom sans y aller adresse courriel par adresse courriel, puisque ça, c'est long. Donc, ça, c'est une façon de faire. Il y en a une autre façon de faire qui va être de générer un lien puis de l'envoyer aux élèves pour qu'eux-mêmes s'inscrivent. On va le voir par la suite. Puis cette façon de faire-là, elle est plus rapide pour nous, mais il faut s'assurer que chaque élève, dans le fond, va vraiment aller cliquer sur le lien puis s'inscrire lui-même. Fait que dans le fond, il y a comme 2 grandes façons. Soit vous inscrivez vous-même vos élèves en lot ou individuellement, ou bien donc, vous créez un lien de partage, un lien d'inscription que vous allez envoyer à vos élèves. Donc, on va voir la deuxième option dans quelques minutes. Là, l'option que je vous montre, c'est inscrire nos élèves nous-mêmes, mais à l'aide d'une liste GPI des adresses courriels des élèves. Chaque fois, il n'y a rien qui apparaît, c'est parce que... Est-ce qu'on entend bien, Mélissa? Non, on n'entend pas. Ben, ça là, lui, me faisait signe qu'il a entendu. Ah, Je vais repartir la Vous vidéo. voyez en haut, chaque fois que je clique sur liste, il y a quelque chose qui se c'est bon. passe. La fenêtre pop-up ici est bloquée. Je suis dans Chrome, mais ça fait la même chose avec Safari puis avec Firefox. Vous n'avez qu'à aller sélectionner l'icône qui apparaît. Excusez, je vais le Par reculer la un petit suite, peu. vous allez Internet et vous cliquez d'abord sur le groupe que vous souhaitez sélectionner. Par la suite, vous allez cliquer sur l'outil liste. Si quelque chose comme ça arrive, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas de cliquer sur liste, puis chaque fois, il n'y a rien qui apparaît, c'est parce que, vous voyez en haut, chaque fois que je clique sur liste, il y a quelque chose qui se passe. La fenêtre pop-up ici est bloquée. Je suis dans Chrome, mais ça fait la même chose avec Safari puis avec Firefox. Vous n'avez qu'à aller sélectionner l'icône qui apparaît en haut à droite et à autoriser, donc changer le paramètre qui est là pour autoriser les fameuses fenêtres pop-up, donc les fenêtres surgissantes comme celle-là. Maintenant, la liste s'affiche. Je vais aller sélectionner une liste à carreaux, donc le premier paramètre est le bon. Le nombre de colonnes, je laisse ça à 1. Et là, pour les élèves, c'est tout nouveau. On a maintenant l'adresse électronique de l'élève, mais attention, sélectionnez la deuxième euh, possibilité ici qui est portail entre parenthèses. Alors, cette adresse électronique-là de l'élève, ensuite, cliquez sur Produire la liste. On clique encore sur Produire la liste. Et les élèves, les adresses courriels s'affichent. Je n'ai qu'à tout sélectionner et cliquer sur Copier, CTRL-C, ou encore un clic droit Copier, comme vous le sentez. Et par la suite, je vais aller dans mon outil courriel. Je vais sélectionner le champ CCI. Et Donc là, je vais ici, aller... c'était pour écrire un courriel à tous nos élèves, là, en copie conforme invisible, mais je vous montre un petit peu plus loin, dans le fond, comment aller dans Classroom pour les inscrire en lot. On faisait la même, on faisait donc, on a copié nos adresses courriels, donc maintenant, je vous montre la suite dans dans mon Classroom. Google Classroom. Alors, si je vais ici sur Classroom dans l'onglet Personnes, plutôt que d'inviter mes élèves un par un ici,
Normalement, on entrerait les adresses courriel une à la fois. Je vais aller coller toutes mes adresses courriel là. Et lorsque vous voyez juste en dessous que Ajouter des destinataires s'affiche, vous cliquez sur Ajouter des destinataires et voilà, mes élèves sont tous là, il ne me reste qu'à les inviter. Voici l'astuce qu'une enseignante nous a donnée pour conserver vos listes de courriels et les réutiliser rapidement. Vous devez d'abord vous connecter à Google Drive ou encore à votre classeur de votre OneDrive de Microsoft pour ouvrir un fichier Excel ou tout autre type de tableur. Nous, ça va être un Google Sheet. Et là, on pourrait aller sélectionner une colonne, coller les adresses courriel de nos élèves et puis, par exemple, écrire ici groupe 501. Et si vous avez d'autres groupes, ben, vous sélectionnez une autre cellule plus loin, vous recopiez les autres adresses de vos élèves et là, vous les nommez. Et comme ça, vous enregistrez ce fichier-là qui devient en fait vos listes d'élèves. Tout simplement. Alors, vous allez pouvoir les retrouver et chaque fois que vous voudrez leur écrire un courriel, vous venez sélectionner la première colonne dans laquelle sont les courriels, vous copiez cette colonne-là, et vous revenez ici dans le champ, par exemple CCI, et vous allez coller vos courriels. Donc, c'est une autre façon également de bien conserver vos adresses courriels. OK, ça c'est assez. Donc, c'était là, dans le fond ce que je voulais vous montrer au point de vue des élèves, des listes, sauf que là, comme vous avez vu, je suis allée écrire à mes élèves par le courriel aussi parce que c'était une demande des enseignants, mais avec Classroom, ce qui est beaucoup plus intéressant à faire plutôt que de leur écrire par courriel, ça va être vraiment de venir pardon, il faut que je tasse ma petite fenêtre. Oh là là, j'ai fermé tous mes onglets, c'est pas supposé. C'est d'aller dans le flux de Classroom. Donc, pardon, je vais me reconnecter ici. Donc, pour écrire à tous vos élèves en un seul clic, là, on va vraiment plutôt venir ici dans le flux. Et là, ici, partager une information avec mes élèves. Plutôt que d'écrire un courriel à tout le monde, je vais leur écrire ici. Ça va partager à tous mes élèves. Puis si je ne veux pas écrire à tous mes élèves, mais juste à certains, bien, je peux inscrire que, hop, je vais décocher tous mes élèves, puis je vais venir sélectionner juste ceux à qui mon message s'adresse. Ça pourrait être juste à un élève aussi. Puis quand je fais de cette façon-là, que j'écris dans le flux, puis que je fais publier, donc là, j'ai une information que j'écris évidemment. Et là, j'ai l'option de publier à 3 élèves. Puis ces 3 élèves-là, ils vont voir dans leur flux mon message, mais ils vont aussi recevoir un courriel qui les avise de tout ce que j'ai fait. C'est la même chose si je publie un devoir. Là, ici, bon, ça ne s'est pas enregistré, c'est correct. Si je publie un devoir aussi, mes élèves vont également recevoir un courriel qui les avise qu'ils ont un nouveau devoir. Donc ça, c'est intéressant pour l'outil de courriel, la communication avec les élèves. Alors, c'était mon petit truc pour inscrire les élèves. Tout d'abord, comme je vous ai dit, si vous voulez les inscrire vous-même. Si vous voulez leur donner le code d'inscription, donc lorsque je suis sur mon flux ici, attendez une petite minute, dans participants, je crois. C'est ça. Je n'ai pas besoin, excusez, d'aller dans les onglets. Il faut que j'aille ici dans les paramètres en haut à droite. Donc, c'est la nouveauté cette année là, qu'on venait de voir. L'endroit où je pourrais changer le nom de mon groupe. J'ai aussi les codes d'invitation ici et j'ai un lien d'invitation qui est super le fun. Alors, si je le prends, je peux copier ce lien d'invitation-là. Et si je m'en vais l'envoyer, si je l'envoie à un élève, par exemple, je vais aller complètement ouvrir un nouvel onglet. Je vais coller le lien. Mon élève, il colle ce lien-là, il clique dessus. Et là, ici, tu vois, on voit ici Google Classroom. Lui, mon élève, bon, présentement, Marilyn était déjà connectée sur son compte Google, sinon ça lui dirait de se connecter. Puis elle peut simplement cliquer sur Rejoindre votre cours. Alors, en cliquant là-dessus, elle va être directement dans votre cours. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez lui envoyer ce lien-là par courriel. Vous pouvez aussi l'inscrire au tableau. Les élèves vont le recopier. Ça, c'est moins winner, c'est moins gagnant. Mais c'est un lien d'inscription. Donc, c'est une façon aussi, on peut créer pour ceux et celles qui sont plus familiers un code QR pour que les élèves scannent le code avec leur téléphone puis arrivent directement. Il y a des façons de le partager. Mais comme je vous dis, si vous êtes moins à l'aise avec l'idée d'écrire à tous vos élèves, par exemple, une première fois par courriel, bien, vous pouvez les inscrire vous-même, vos élèves, en passant par GPI, en créant vos listes d'élèves.
Alors, ça, cette procédure-là, elle est aussi sur notre page Classroom dans laquelle vous êtes allé tantôt pour créer votre cours. Là, vous avez vu, on avait notre page qui avait des vidéos, comment créer un cours, l'organiser et tout. Bien, il y a aussi le lien vers l'inscription. Cette vidéo-là, elle est là. Donc, on vous le montre également, là, comment faire ça. Est-ce que, Mélissa, il y avait des questions par rapport à ça ici dans le chat? Est-ce que le nom de l'élève apparaît dans la liste d'envoi de Classroom? En fait, je vais garder, excusez, je vais garder mon mot d'ordre, là, les questions pour la fin. Gardez vos questions pour la fin, mais on va y revenir. Donc, est-ce qu'ils doivent savoir comment accéder à leur courriel pour avoir les notifications? C'est une bonne question. C'est sûr qu'il faut enseigner aux élèves le BV, c'est quoi, se connecter avec son compte. Et puis, vous avez toujours le droit, donc je ne sais pas si vous le saviez, vous avez le droit vous pouvez modifier toujours le courriel de l'élève. Donc, vous avez dans votre BV, juste ici, donc vous avez vraiment l'accès là, dans Outils, je crois. Oui, c'est ça, Oui. Outils. Dans Outils, votre onglet Outils, vous avez Gestion mot de passe élève. Donc, vous avez cet outil-là qui vous permet d'aller modifier les mots de passe de chacun de vos élèves en début d'année. Donc, vous entrez le code d'usager de l'élève. Ça, c'est son numéro de fiche. Alors, là, moi, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas mon élève à moi. Hein? Ça me dit qu'il est inexistant parce qu'il ne fait pas partie de mes élèves, mais la titulaire de cet élève-là, si elle écrit ça dans son BV, ça va lui écrire est-ce qu'il s'agit bien de Marilyn Thibault? Puis là, elle va cocher oui, puis ça va lui écrire entrer le nouveau code. Puis elle va entrer le mot de passe, pardon, du BV. Elle va entrer le nouveau mot de passe, pas besoin d'en savoir l'ancien. Donc, elle entre seulement un nouveau mot de passe, puis elle clique sur enregistrer, puis comme ça, elle a, dans ce temps-là, on utilise évidemment une liste d'élèves on the side, puis on note les mots de passe de nos élèves, idéalement, si c'est la façon dont on veut, ce qu'on veut faire. Là. Faire attention, c'est pas juste les titulaires, Oui, excuse-moi. l'enseignant de musique, l'orthopédagogue, il faut juste que ça soit dans la même école. Tous les élèves qui sont dans la même école que l'élève, c'est ça. Mais sur le site Mes outils techno, là, bureau virtuel, il y a des vidéos là, pour aider les élèves à se familiariser là, avec la plateforme, puis ça montre où aller pour avoir accès à leur courriel, puis qu'est-ce qu'ils doivent entrer comme information. Là, toute l'information, elle est disponible sur mes outils techno. Là. Tout à fait. Maryse. Ça, ce serait à... non, c'est à toi. Appropriation ENA. Puis j'ai fait une modification. Est-ce que tu partages ton écran? D'accord. Non, je l'avais fermé. Tu avais fermé quoi? J'avais fermé... ça a l'air que j'avais fermé toute l'entièreté de mon Google. OK, c'est bon. Mais je vais partager alors. Merci. Mais c'est toi qui enchaîne. Yes. Avec l'appropriation de l'environnement numérique d'apprentissage. Et là, regarde ce que j'ai ajouté. Ah! Merveilleux. Tu as trouvé les défis techno? Oui, j'ai trouvé ça. Alors, je vais le dire, dans le fond, Marie, si tu me permets. Donc, tu sais, une suggestion qu'on on vous propose, c'est de donner des tâches ludiques à vos élèves pour qu'ils découvrent tranquillement la plateforme, l'environnement plutôt numérique d'apprentissage. Et puis, je suis tombée sur ça. Donc, défi techno. Vous allez pouvoir vous créer une copie, OK? Donc, c'est un Google Slide. Il suffit de vous créer une copie. Donc, quand vous cliquez ici, vous allez arriver, c'est une enseignante, je ne me souviens pas d'où qui le fait. Donc, vous allez être en mode lecture seul. Ça ne sera pas long, ça prend du temps avant que ça... J'ai beaucoup de choses qui se passent. Donc, vous voyez, c'est un Google Slide avec des défis. Donc, vous, pour vous créer une copie, vous avez juste besoin de cliquer sur Fichier et vous créez une copie de toute la présentation. Cette copie-là, vous allez pouvoir la modifier. Donc, vous allez pouvoir retirer des pages ou modifier un peu les défis là, selon la clientèle que vous avez. Parce que celui-là, vous n'allez pas pouvoir le modifier. Donc, pour commencer, c'est des missions ici. Il faut que ton matériel soit prêt sur ton portable, pour tout le navigateur Chrome. Ça prend, pour le téléphone, c'est ce que ça prend. Connexion à Google. Là, vous voyez, parce que ça vient d'une autre commission scolaire, donc ça, il va falloir le changer. Là. Comme je vous dis, je n'ai pas eu le temps de le changer parce que je viens juste de l'ajouter à notre présentation. Donc, il faut se connecter avec leur bureau virtuel. Ça, il va falloir le modifier. Mais bref, il y a quelques défis comme ça. Une annonce dans Classroom, il faut que tu commentes.
Bref, vous voyez un peu le principe, là. Euh, vous le modifierez encore une fois là, à votre goût, cette présentation-là. Je reviens. Maryse, Je est-ce vais que te tu voulais laisser. ajouter autre chose? Non, non, vas-y, poursuis avec l'outil Visio pendant que je vais compléter, moi, les règles, ce que j'avais promis de faire tout à l'heure là, pour les gens, là, donner des OK, exemples ouais, de règles d'utilisation, puis aussi de comment co-construire un code d'éthique. excellent. Donc, par rapport à la visioconférence, donc c'est sûr qu'il vous reste, on a encore deux options là, en ce moment. Vous avez le choix d'utiliser Zoom ou d'utiliser Google Meet. C'est sûr que Zoom offre beaucoup de contrôle. Il y a tellement de choses qu'on peut paramétrer. Euh, on peut contrôler efficacement les micros des élèves, les caméras des élèves. On peut voyons, verrouiller les gens qui vont annoter. On peut afficher qui a annoté. Comme au début de la présentation, là, je voyais des lignes apparaître. Là. Donc, j'ai empêché l'annotation des présentations. Euh, pour l'instant, on a une durée illimitée par rapport à Zoom. Donc, les comptes de base, vous savez que normalement, on a une limite de 40 minutes par visioconférence. On peut en faire 1000 dans une journée, mais de 40 minutes. Pour l'instant, à cause du confinement, puis tout ça, depuis le mois de mars ou avril, là, Zoom a enlevé cette limite de temps, mais elle peut revenir à n'importe quel moment. OK? Ça, il faut le garder en tête. On peut aussi créer des petits groupes. Donc, vous avez vu tantôt, on vous a envoyé travailler dans des salles et moi, comme enseignante, ben, je peux me déplacer dans les salles. Les élèves peuvent m'appeler, ils peuvent me poser des questions quand même. J'ai aussi l'utilisation du tableau blanc qui est super intéressante aussi. Fait que Zoom a quand même, là, honnêtement, pour avoir donné beaucoup de webinaires, là, on adore Zoom. Mais il reste que la limite de 40 minutes, elle va pouvoir revenir à un moment donné. Fait que ça, il faut s'y attendre. Le gros avantage de Meet, c'est qu'il est intégré à Classroom. Donc, je vous l'ai montré tantôt, le lien est généré dans Classroom. Il n'y a pas de limite de temps, puis c'est facile d'utilisation. C'est très, très facile comparativement à Zoom. Zoom qui a une courbe d'appropriation un peu plus élevée. Et là, je le mentionne parce qu'il y a sûrement des gens qui en ont entendu parler, mais il y a des fonctionnalités premium qui sont à venir. Donc, Google est vraiment sur la coche, là, puis on s'y attendait pour avoir de l'expérience avec les outils Google. Ça ne prend pas de temps qu'ils rattrapent leur compétition. Hein, ils sont toujours en développement. Euh, et comme de fait, comme on s'y attendait, Google Meet va avoir beaucoup plus de fonctionnalités, dont l'ajout des salles de petits groupes, plus de contrôle, le tableau blanc, tout ça, ça s'en vient, mais la seule chose, c'est que c'est des fonctionnalités premium. Il va falloir payer pour ça. Soyez assurés que Maryse et moi, on va se battre jusqu'à la fin là, pour essayer d'avoir à la grandeur de la commission scolaire là, ces fonctionnalités premium-là. Donc, les services et technologies sont déjà en discussion avec Google pour essayer de voir combien ça coûterait tout ça, puis si c'est possible de l'implémenter rapidement au centre de services scolaires de Laval. Bref, on va vous tenir au courant, c'est certain. Euh, mais pour l'instant, on a moins de contrôle avec Meet. Mais Meet, on va s'en servir uniquement avec notre groupe Classroom. Okay? On fait pas, puis on essaie d'éviter ça au maximum, là, les Zooms à 200 personnes, ce n'est pas efficace avec des élèves. On essaie de travailler de façon un peu plus proximale avec eux. Fait que pour ça, Google Meet, ça fait quand même la job, c'est super bien. Et comme je vous ai montré tantôt, il y avait ici à la page principale là, de votre cours Classroom euh, un lien pour générer un lien Meet. Donc, une fois que je crée ce lien-là, ma salle, elle est ouverte, elle est disponible. Et puis, la façon que ça fonctionne, c'est que moi, comme enseignant, quand je suis connectée, donc quand j'ai cliqué pour rejoindre ma salle, c'est seulement à ce moment-là que les élèves peuvent rejoindre ma visioconférence. Alors, les élèves ne pourront pas se connecter quand ils veulent en pleine nuit alors que vous n'êtes pas là pour démarrer une visio avec leurs amis. OK? Alors, ça, c'est important. Les élèves vont avoir accès à cette salle de visioconférence-là uniquement quand l'enseignant va être connecté. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on va créer, par exemple, une annonce en disant, OK, c'est vendredi, là, à partir de 13 h, je suis disponible jusqu'à 14 h pour répondre aux questions. Et là, les élèves, je vais sortir d'ici, je m'excuse.
j'ai trop de fenêtres ouvertes, puis je trouve plus où est-ce qu'il est mon truc pour fermer. Juste une seconde. Oups. Donc, les élèves auront juste à 13h vendredi, ils cliquent sur le lien, puis ils rejoignent notre visioconférence. OK? Bon, je viens de cliquer dessus par erreur, pardon. Puis vous voyez aussi dans travaux et devoirs, j'ai aussi accès, les élèves y ont accès ici. Donc, en cliquant sur Meet, encore une fois, ça ouvre la visioconférence. Alors, il n'y a pas de lien à leur envoyer, il n'y a pas de mot de passe à leur envoyer parce que c'est une salle qui est créée pour ce groupe-là, pour ce cours-là. C'est aussi simple que ça. C'est pas super difficile. Puis sur notre site web, vous avez, pardon, notre site web Trousse numérique CSS Laval, vous avez dans notre parcours de formation sur Classroom, Maryse, elle va vous les présenter tout de suite après, mais vous avez dans les parcours d'auto-formation, il y en a des vidéos pour Google Meet. Donc, on montre les fonctionnalités premières. Il faudrait juste que je la retrouve. Il me semble qu'elle est plus basse. Non, elle est à l'autre page. Mais bref, je vais vous l'envoyer. On va essayer de la mettre plus visible, peut-être, Maryse, par la suite. Mais Oui. sinon, vous avez juste à faire une recherche grâce à, à la petite loupe ici. Donc, j'ai écrit Meet. Et là, vous voyez ici, là, Meet. Bon, visioconférence Meet intégrée dans le Classroom. Donc, vous avez le tutoriel qui est juste ici avec les fonctionnalités qui sont à venir. Alors, ça, c'est pour Google Meet, mais comme je vous dis, c'est pas comme Zoom. Je n'ai pas besoin d'envoyer le numéro de la rencontre, le mot de passe. Je n'ai pas besoin d'envoyer tout ça à mes élèves. Mes élèves ont juste besoin de savoir quand se connecter. Puis, admettons que vous voulez créer, par exemple, vous voulez juste avoir ces 5 élèves. Là. Vous dites, OK, ces 5 élèves-là, ils ont de la difficulté avec les fractions. Je vais les rencontrer en sous-groupe à un moment extérieur de la classe. Ou par exemple, c'est les 4 élèves qui, je sais pas moi, là, ils sont à la maison parce que quelqu'un a testé positif dans leur famille ou moi, mon mari il travaille à l'extérieur, son travail exige qu'il voyage. Ben, à chaque fois qu'il revient de voyage, on est tous en confinement 14 jours à la maison, là, incluant mes enfants. Donc, ces élèves-là, si jamais vous voulez rencontrer, admettons que c'est 4 élèves, bien, vous pouvez créer une annonce pour ces 4 élèves-là. Donc, bon, j'ai pas d'élèves ici, là, mais j'enlèverais ce crochet-là, puis je viendrais sélectionner mes 4 élèves. Et là, je leur dis, on se rencontre Google Meet à 15 heures demain, par exemple. Et puis, il y a juste ces 5 élèves-là, ces 4-5 élèves-là qui vont être avisés. Je publie, fait que je m'attends à ce qu'ils se connectent à leur cours Classroom. Là, ils rentrent comme s'ils allaient faire un devoir. Ils cliquent sur le lien Meet et là, pouf, on est tous ensemble puis on travaille ensemble. C'est aussi simple que ça. Fait que, ça, là, c'est quand même un gros avantage de Google Meet par rapport à Zoom. Zoom a plein de plus, là, mais l'intégration de Meet dans Classroom, c'est vraiment génial. Vraiment génial. Alors, ça, c'est pour les outils de visioconférence. Maryse, c'est toi par la suite. Est-ce que tu veux partager ton écran ou je le garde? Ben, tu peux le garder, mais je vais Ouais. juste, peux-tu aller à la slide, la nouvelle slide que je viens de créer, qui est quelque part vers la slide 15. Je vais juste montrer aux gens que j'ai été déposer ce dont on parlait tantôt, là, les règles pour les élèves, à l'aide de petites infographies à respecter, des règles pour des visioconférences, en fait, qui sont gagnantes, puis des règles pour, pas des règles, mais plutôt des conseils pour co-construire son code d'éthique avec les élèves, là. Est-ce que tu vois cette... Oui, c'est ça exactement. Donc, dans infographie, règles à respecter, il y a 2 liens là. Il y en a un sous infographie, règles à respecter. Si vous cliquez là, vous allez avoir accès, dans le fond, à
un site du récit formation à distance. Et là, si vous cliquez en gros sur, clique sur l'infographie en haut à droite, apprenant à la maison, la étiquette en visioconférence, par exemple, celle-là, vous allez voir avec le plus, donc les vêtements appropriés, le respect, donc ce qu'on attend de l'élève comme code de vie, c'est toutes des choses que vous pouvez reprendre aussi. Bon, là, eux autres, ils élaborent aussi sur la nourriture et breuvage, sur l'environnement contrôlé aussi, pour que tout aille bien du côté de l'élève. Il y en a aussi même pour les enseignants. Donc ça, tu peux juste fermer cette fenêtre-là, puis revenir par la suite. J'en ai mis une autre infographie. Elle est plus simple. Je la préfère là, personnellement, mais bon, vous irez avec votre coup de cœur. Et c'est vraiment un lien vers un document où il y a une belle image, une belle infographie pour une expérience optimale en visio. Alors là, ça pourrait être imprimé, ça pourrait être juste prendre une capture écran, envoyer aux élèves. Ça ici, c'est le récit d'un autre centre scolaire, là, des Hautes-Rives, pardon, ou des Hautes-Rivières, je ne sais jamais, qui l'a produit. Donc, ce sont de belles infographies. Puis, on a en terminant le code pour co-construire le code d'éthique avec les élèves. Ça, c'est un super petit site web là, qui s'appelle le type de site, pardon, je ne m'en rappelle jamais, c'est un Genially, voilà. Et c'est 5 conseils pour co-élaborer votre code d'éthique. Donc, si tu défiles vers le bas, Mélissa, ça a été produit en juin 2020 par des conseillers pédagogiques du Récit national. Donc, là, vraiment, ils font un travail extraordinaire. Puis, ils vous disent que les élèves, ce sont des machines à règles. Ils aiment ça, puis ils aiment le co-construire. Alors, il y a 5 grandes règles. Mettre les élèves dans le coup dès le début de l'année. Vous irez lire là-dessus. Réfléchir sur le sens des règles, mais avec les élèves. Donc, on se pose des questions ensemble. Viser l'élaboration de règles qui sont très concrètes pour eux. Ensuite de ça, il ne faut rien laisser au hasard, sinon ils trouvent les failles. Réfléchir aux modalités d'application d'une règle, il ne faut pas que ce soit compliqué. Et puis finalement, le dernier conseil qui est garder en tête que les règles sont flexibles. Alors, en quoi elles sont flexibles? Pourquoi elles devraient l'être? Donc, je vous invite à lire ça. Ça pourra vous aider à garder en tête ce que vous voulez faire pour cette année avec les élèves. Merci, Mélissa, de revenir dans le fond à l'auto-formation. Alors, on achève. Hein? Poursuivez votre auto-formation sur notre site web. Donc, on a mis 5 liens qui sont là. Inquiétez-vous pas, toute cette présentation-là, on va remettre le lien là, complet de la présentation pour que vous alliez vous en faire une copie. Vous pourrez la télécharger. Donc, on va vous montrer ça à la fin là, de la rencontre. Alors, auto-formation Classroom, hein, vous êtes allé un petit peu dessus aujourd'hui. C'était l'endroit, ce lien-là mène vraiment sur notre auto-formation sur notre site Trousse numérique CS de Laval. Donc, Mélissa, je ne sais pas si on l'ouvre pour montrer qu'il y a un parcours débutant, intermédiaire et avancé. Bon, on le voit juste ici. Oui, là, c'est ça. Je vais aller ouvrir les autres à la place. Parfait. Enseigner à distance, celui-là, il est hyper complet parce que dedans, on y parle de toutes sortes de conseils, mais aussi de Zoom. On y parle du cours de la TELUC. On vous dit comment repenser vos cours aussi parce qu'on ne peut pas enseigner de la même manière en présentiel et à distance. On parle même de classe dojo, etc. On vous montre surtout ça, ce que je voulais vous montrer, l'exemple d'adaptation d'un cours. Alors là, en classe, mettons que tu enseignes les règles d'accord dans le groupe du nom. Là. Qu'est-ce que tu fais en classe? Tu réactives des connaissances antérieures des élèves en les questionnant à main levée. Comment tu peux le faire à distance? Et là, on a le parallèle entre les deux. L'enseignant envoie un Google formulaire aux élèves afin de déterminer ce qui est acquis. Ça pourrait être une piste. Ensuite, en numéro 2 en classe, c'est l'enseignant, il modélise sa règle d'accord. Comment il fait à distance? Bien, il va envoyer une courte capsule vidéo dans laquelle il modélise la règle d'accord. Donc, on vous montre des parallèles, comment faire en classe et à distance. Et si tu descends, voyez-vous, on a plusieurs exemples de ce qu'on fait en classe et de quelle façon ça peut se traduire à distance de façon assez efficace. Là, c'est sûr que là, ça se peut, vous allez regarder ça, vous allez dire, oui, mais Marie, produire une vidéo, j'ai jamais fait ça, puis envoyer ça aux élèves, wow, ça fait beaucoup de nouveautés. On est conscient. On va y aller petit pas par petit pas. Sur notre site Trousse numérique CSS de Laval, on a justement une section comment produire nos vidéos. Merci Mélissa. Donc, dans Repenser ses cours, là, comment créer nos propres capsules vidéo, bien, on a une section là-dessus. On a des vidéos très claires, on a des webinaires qu'on a produits aussi, pas à pas. Comment le faire, comment les envoyer aux élèves. Bien là, par Classroom, vous avez votre endroit, comment envoyer tout ça aux élèves. Là. Classroom, ça vient centraliser. Alors, c'était notre section Enseigner à distance. Amorcer efficacement aussi notre visio.
Nous aussi, on avait une affiche de comportement à adopter, bon, etc. Alors, vous pourrez aller consulter cela. Notre deuxième petite étoile dans les liens à consulter, la troisième, pardon, ben, c'était les outils Google. Alors ça va vous mener à un parcours d'auto-formation encore là sur Google Disc. Donc, tu sais, quand je vous ai dit tantôt, créez-vous un Google Drive là, avec votre équipe école, puis déposez toutes vos ressources là. C'est quoi ça, le Google Drive? Peut-être que ça ne vous dit rien. Alors, comment on fait pour utiliser le Google Disc? C'est l'environnement où on stocke nos fichiers maintenant. Au niveau de l'enseignement, c'est très, très optimal. Il y en a qui utilisent OneDrive. On ne vous empêche pas d'utiliser OneDrive. C'est juste que si vous avez un compte Google avec Classroom, bien, pour aller joindre des fichiers, c'est vraiment aidant que votre stock soit sur Google Disc. S'il était auparavant sur OneDrive de Microsoft, puis vous voulez le faire migrer, c'est possible et rapide aussi, puis on vous montre aussi comment faire dans cet endroit-là. Donc, voilà pour présentation de disques. Pour les outils Google, il y avait aussi les Google formulaires. Là. Je vais juste faire une parenthèse. Il y a beaucoup de monde qui me disait comment je fais pour créer un quiz en ligne pour mes élèves, là, puis que je veux mettre ça dans Classroom. Bien, le quiz en ligne, c'est un Google formulaire. Bien, là aussi, on a nos capsules. Comment créer un formulaire, comment les concevoir et découvrir plusieurs fonctions. C'est vraiment un parcours avec plusieurs petites capsules très, très détaillées, parlantes. Ça ne prend pas 1h30 non plus, là, s'approprier ça. Donc, on a même les fonctions de base, les fonctions plus avancées. Alors, vous irez voir ça. Notre collègue Clément Lemaître, là, il nous a fait un super parcours d'une dizaine de capsules. Ensuite de ça, bien, créer les capsules vidéo. Je vais juste vous dire qu'on a un lien direct vers ça. C'était déjà dans notre comment enseigner à distance, là, mais on a le lien qui vous montre différents outils que vous pouvez utiliser. Donc, quand vous cliquez sur le nom des outils, ça ne fait pas juste vous amener sur l'outil, ça vous montre la vidéo qu'on a faite pour comment le faire. Fait que ça, on trouve ça le fun. Ensuite, comment les déposer sur YouTube, comment créer sa chaîne YouTube. Vous savez peut-être ou peut-être pas qu'avec votre compte Google de la commission scolaire, du centre scolaire, pardon, vous avez la possibilité de créer votre chaîne YouTube. Vous avez déjà un onglet YouTube. Puis quand vous activez votre chaîne, ça prend 5 minutes maximum, là, votre chaîne est créée, puis vous allez apprendre comment déposer votre petite vidéo là-dessus, puis pouvoir aller la donner aux élèves, finalement, faire le lien pour les élèves. Donc, vous allez devenir un YouTuber. Eh oui, on n'y échappe pas en 2020. Si vous le souhaitez, évidemment. Ceci dit, il y a plein de capsules vidéo qui existent ailleurs là, sur souvent ce qu'on va enseigner aux élèves, mais je sais qu'on est souvent piqué comme prof, puis on veut le montrer à notre façon. Initiation aux technologies en classe, ça, c'est vraiment merveilleux. Si tout ce qu'on vous a dit depuis le début, ça vous fait sentir comme un peu un extraterrestre qui arrive puis qui dit moi, je n'ai pas compris la moitié vraiment, là, puis je me sens beaucoup perdu ou que j'ai beaucoup de retard dans mon appropriation des technologies pour la classe, bien, on a créé ce parcours-là pour vous. Puis là, sentez-vous pas seul. On est à peu près la moitié des enseignants là, qui se sentent comme ça, même plus. Là. Donc, initiation aux technologies, c'est un parcours interactif. Fait que là, on vous montre des sujets, puis vous cliquez sur « Je connais déjà ça, je passe au suivant » ou bien « Hop, je m'auto-forme là-dessus en 2-3 minutes », genre le bureau virtuel. Donc, attribuer des mots de passe aux élèves sur le bureau virtuel, c'est nous qui l'avons fait là, à Laval. Donc, il est vraiment approprié pour vous. Alors, comment aller attribuer des mots de passe? Une petite vidéo de 2 minutes 20. Hop, on peut écouter la deuxième, la troisième, la quatrième ou encore faire le petit thumbs up à la fin. J'ai compris, je passe à l'étape suivante. Et là, communiquer par courriel. Est-ce que vous savez comment communiquer par courriel avec vos élèves? Oui, non. Oui, j'ai compris, je passe à l'étape suivante ou encore je reviens en arrière ou j'écoute la petite vidéo. C'est à votre choix. Donc, c'est un parcours comme ça qui part de la base puis qui s'en va vraiment jusqu'à créer ces capsules vidéo, qui va jusqu'à les outils Google, qui va, tu sais, ça là, c'est un parcours vraiment le fun où vous aurez un seul lien Internet qui va vous faire connaître à peu près tout ce que vous devez connaître comme environnement numérique au CS de Laval, CSS, pardon, de Laval. Donc, c'est un bel outil qui est également, donc, qui est le dernier picot de cette présentation-là, Initiation aux technologies en classe. Et j'ai écrit que c'est une initiation excellente pour les nouveaux enseignants aussi. Voilà, on est rendu à l'évaluation de la rencontre. Inquiétez-vous pas, il va y avoir une période de questions, mais je veux quand même qu'on prenne le temps d'aller évaluer la rencontre. Mélissa a mis une image très suggestive de ce qu'elle s'attend d'avoir, je crois, comme résultat, l'évaluation de la rencontre. Moi, je ne m'attends pas à ça. Là. Mais bon. Ça, c'est du positive thinking. Ah oui, OK. C'est de l'optimisme à son maximum. En tout cas, on l'a fait de tout cœur, on s'est tout donné, là, mais c'est sûr que on veut avoir, mais c'est ça, puis on s'en parlait tantôt, là, on est plusieurs, on a des choses à modifier. C'est la première fois qu'on donne cette formation-là. Alors,
Gênez-vous pas là, avec les commentaires. C'est toujours des commentaires amélioratifs là, dans le but de nous améliorer toujours. Alors, je vous mets l'hyperlien. Je viens juste de l'envoyer. Donc, vous OK, voyez, parfait. le dernier hyperlien que j'ai envoyé, c'est pour remplir le formulaire de questions. Oui, la trousse numérique, elle est sur le bureau virtuel sous l'onglet Ressources. Et on vous rappelle, à la toute fin, bon, on reste disponible pour répondre aux questions comme on vous l'avait promis. Hein. Et puis, on vous rappelle que si jamais vous avez des questions, c'est d'éviter de nous écrire personnellement là, à Maryse, Patrick et moi. Là. Il faut passer par support fjj@cslaval.qc.ca. C'est à cet endroit que vous envoyez toutes vos questions. Et puis, si les questions sont vraiment d'ordre pédagogique, là, inquiétez-vous pas, elles vont être dirigées à Maryse, Patrick et moi. Alors, on vous remercie infiniment de votre patience, de votre dévouement, de votre intérêt pour l'intégration du numérique. Vous allez voir, vous allez être gagnant dans ça pour les élèves également. Et puis, on reste disponible pour répondre aux questions. Vous avez juste à lever la main. Nous, comme animatrices, on voit quelle personne a levé la main dans l'ordre. Donc, on va vous interpeller, on va vous donner la parole en ordre que vous avez levé la main. Merci beaucoup pour